plus belle success story chez 1, 2, 3, à ce jour, c'est Criteo. Et notre million d'euros, entre-temps, était devenu 80 millions. Donc, c'est pas tous les jours qu'on fait 80 fois la mise sur un dossier. On est en train d'apprendre en permanence. Il n'y a rien que l'on fasse aujourd'hui que je ne trouve parfait. Moi, ce que j'adore, c'est cette culture du changement, cette culture de l'innovation. C'est ça qui m'excite. Donc, aujourd'hui, nous, notre métier, c'est de faire des prêts grâce à la technologie. C'est de faciliter la vie des entrepreneurs quand ils veulent emprunter de l'argent. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je suis ravi de te recevoir dans mon podcast. Enfin, plus précisément même, je suis ravi que tu me reçoives chez toi dans tes bureaux à Paris. Olivier, tu es le fondateur de 1, 2, 3 Investment Manager et de October. Exact aussi. L'index que tu as rebrandé October. Tu vas nous expliquer en quoi consiste ton métier, Olivier. Mais avant, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Avec plaisir. Je m'appelle donc Olivier Goy, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai toujours été entrepreneur, effectivement, depuis mon plus jeune âge, en tout cas mon plus jeune âge professionnel, c'est-à-dire depuis l'âge de 26 ans, avec 2 entreprises que tu as mentionnées, 1, 2, 3 Investment Manager et October qui m'occupe maintenant plein temps depuis un peu plus de 5 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme études, Olivier ? Alors, j'ai fait des études assez classiques, école de commerce. Mais la vraie révélation de mes études, ça a été une année passée au Canada, à HEC Montréal en l'occurrence. J'adore le Canada. Et moi aussi, et je leur dois beaucoup aux Canadiens, parce que ça a été une année de révélation pour moi, en fait, cette année passée à l'étranger. J'ai découvert 2 choses qui ont marqué toute ma vie professionnelle. La première, c'est Internet. Avant que ce soit vraiment, on parle de 97, 18, je suis très mauvais dans les dates, mais ça doit être à peu près ça. Donc avant que ce soit vraiment répandu partout dans le monde et a fortiori en France. Donc je suis revenu en France en étant le king de l'Internet parce que je connaissais 3 lignes d'HTML. Et l'autre matière que j'ai découvert, qui était encore peu connue aussi en France, c'était le capital risque, le venture capital en anglais, ou le capital à risque, comme disent nos amis québécois. Et là aussi, ça a énormément influencé ma carrière professionnelle, puisque 1, 2, 3 IM, dont on a parlé tout à l'heure, je n'ai pas encore expliqué le métier, mais c'est un fonds de capital investissement. Je ne sais pas si on peut toujours dire, à l'époque, on disait que les États-Unis ou le continent nord-américain avaient quasiment 10 ans d'avance sur nous. Je crois qu'avec Internet, maintenant, c'est réduit. Il y a quand même un peu d'avance. Alors, je ne parle pas des GAFAM, parce que si on commence à parler des GAFAM, c'est autre chose. Mais ouais, je pense que tu as dû connaître l'Internet 98. Oui, ça commençait quand même chez nous. Ça commençait. Ouais. Alors, ça commençait partout. C'était pas. Mais il y avait surtout une prise en compte de la révolution que ça allait être sur le continent nord-américain qui était beaucoup plus forte qu'en France. Et puis, a fortiori, dans les écoles de commerce françaises, on n'apprenait pas à coder l'HTML en 97-98. Ouais, puisqu'il faut quand même rappeler aussi que, accessoirement, 98, c'est 9 ans avant l'iPhone. C'est ça, 2007. Et on était encore à l'ère du Minitel en France. C'est ça. Pourquoi Montréal ? Alors HEC Montréal, c'est pas tout à fait HEC, c'est une alors c'est pas tout à fait HEC, ça n'a rien à voir. Effectivement, d'accord. Ça a le nom HEC, mais ce n'est pas tout à fait HEC exactement. Pourquoi Montréal ? Parce que c'est toujours pareil qu'on va faire des échanges. Ça dépend de là où on peut aller. Moi, j'avais fortement envie d'aller le plus loin possible, et le plus loin possible pour moi dans ce cadre-là, c'était HEC Montréal. Donc ça m'a attiré fortement. Et puis il y avait l'attirance globalement pour le continent nord-américain qui a joué beaucoup. Je suis resté une année. Une année. C'est vraiment qu'un échange, ouais. C'est vraiment qu'un échange, mais un vrai échange d'une année complète, et qui a été une année d'une intensité incroyable. Il y a vraiment eu pour moi clairement, si on doit chercher dans sa vie des moments de césure, il y a eu un avant et un après Montréal, clairement. Tu t'es posé la question de savoir si tu avais envie de vivre là-bas ? Non, parce que pendant que j'étais là-bas, j'ai tout de suite trouvé mon premier stage en France. Ouais. Donc j'ai eu l'appel
pour rentrer et continuer ma vie en France. Donc non, je me suis pas posé la question. J'ai pas eu à me la poser en fait. La transition s'est faite assez naturellement. Alors tu as découvert le capital et tu vas me parler de ton premier stage également. Alors le capital. Alors le capital risque, j'ai découvert. Oui. Le capital. Le capital risque, pas le capital tout court. Oui, j'ai découvert qu'il existait un métier qui consistait à financer des entrepreneurs pour les aider à se développer. Chose qui était assez peu fréquente en France, d'autant plus quand il s'agissait d'accompagner les entrepreneurs au moment de la création de l'entreprise, parce que c'est vraiment ça le capital risque, versus le capital développement ou le LBO, qui consiste à accompagner des entreprises matures. Là, on parle vraiment d'accompagner des jeunes entrepreneurs et de mettre les premiers euros qui leur permettent de faire décoller une idée. Parce qu'à l'époque, c'était l'emprunt. À l'époque, c'était pas réservé aux grosses boîtes déjà. Enfin, ouais. Alors, faut bien commencer à naître, mais il y avait quelques fonds, bien sûr. Les fonds pionniers en France s'appelaient et s'appellent, parce que certains sont toujours actifs, voire très actifs. Partech, Sofinova, c'était ce type d'acteurs. Mais depuis, il y a eu multitude d'acteurs qui se sont créés dans le capital risque. Beaucoup ont moins de 5 ou 10 ans. Donc là, tout ce métier a émergé de manière fantastique et j'ai eu la chance, quand je suis arrivé et que j'ai voulu rentrer dans ce secteur d'activité en France, il n'y avait quasiment pas d'acteurs, quasiment pas de place pour postuler dans ces fonds parce qu'ils n'embauchaient pas, il y avait quasiment personne. Mais comme je suis arrivé avec mon petit vernis de connaissances québécois, tout de suite je suis passé pour quelqu'un de très érudit. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job d'ailleurs chez Partech. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde du capital risque et que j'ai mis le premier pied dans cette classe d'actifs. Partech qui est Paribas Technologies, c'est ça ? Alors, je vois que tu connais tes classiques. C'est marrant d'ailleurs de voir comme l'histoire se répète. Aujourd'hui, on parle beaucoup des banques qui veulent innover. Et à l'époque, Paribas était une banque quand même sacrément visionnaire puisqu'ils avaient créé deux choses. Ils avaient créé Paribas Affaires Industrielles, qui s'appelle PAI, qui fait du LBO. Et ils avaient créé à San Francisco un fonds qui s'appelait Paribas Technologies, Partech en raccourci, qui consistait à faire des investissements dans la technologie aux États-Unis, parce qu'ils avaient bien vu, comme tu l'avais vu, qu'ils avaient 10 ans d'avance, et qu'il fallait se mettre en immersion au milieu de l'innovation. Et bien sûr, ensuite, comme souvent dans ces histoires-là, Partech a pris son indépendance de Paribas et est devenue une société de gestion totalement classique, indépendante, c'est-à-dire levant des fonds auprès d'autres entités que Paribas en tant que tel, auprès d'investisseurs tiers et vivant sa vie aujourd'hui très bien puisqu'il gère plusieurs milliards d'euros investis dans énormément de sociétés de technologie à travers le monde. Et comme tu dis que j'ai bien bossé, j'ai découvert qu'en fait ils étaient à l'origine, ils avaient financé Business Object. Ouais, alors ça c'est marrant, c'est au billard ou ailleurs on appelle ça la chance du débutant. Et tu vas refaire un 3 bandes dans quelques minutes avec enfin c'est eux d'ailleurs avec Criteo il me semble aussi. Ouais, alors non, ils ont mis le premier euro dans les premiers euros dans Business Object par Tech. Ça a été une fantastique aventure des entrepreneurs incroyables, une des premières sociétés françaises qui se cotait aux États-Unis à l'époque, qui a connu une croissance complètement folle et qui a été ce qu'on appelle un home run. C'est-à-dire un home run, c'est un investissement qui à lui tout seul vous rend tout l'argent que vous avez investi par ailleurs, y compris parce que c'est un métier, vous en doutez, pour ceux qui ne connaîtraient pas le capital risque, où bien sûr il y a des gros succès, mais bien évidemment il y a énormément de pertes, puisque quand vous faites un pari sur quelqu'un qui part avec quelques feuilles de papier sous la main sur lesquelles sont griffonnées des idées, il y a de la casse. Donc très très bel investissement. Et donc tu rentres chez eux, c'est un stage ? C'est un job. C'est un CDI. J'avoue que je suis super content de le faire parce que tout de suite après Montréal. Quasiment tout de suite. Il y a une petite latence, mais quasiment tout de suite après, je rentre avec un job. Là, je suis très flatté parce que c'est un métier clairement très élitiste où quand on regarde les profils, les CV des gens qui rentrent dans ce type de fonds, ce sont des gens qui ont fait des grandes études, ce qui n'était pas spécialement mon cas. Alors encore une fois, HEC Montréal n'est pas HEC, je n'ai pas fait HEC et en France j'avais fait une école de commerce qui s'appelle l'EM à Strasbourg. T'es de Strasbourg, t'es du coup ? Alors non, on fait pas forcément l'école de commerce de sa ville. Sinon j'aurais fait ça en Haute-Savoie. T'es de Haute-Savoie, d'accord. Parce que c'est mes origines. Mais il n'y a pas d'école de commerce très connue dans les montagnes. Non, je suis allé à Strasbourg, mais qui est une école pour laquelle j'ai le plus grand respect et je leur dois beaucoup, mais qui est pas une école qui est ni HEC, ni l'ESSEC, ni Polytechnique. Donc forcément, quand on veut rentrer dans ce type de fonds extrêmement élitiste,
ils ont tendance plutôt à recoter. Aujourd'hui, vous regardez les pages biographies de ces sites, il y a énormément d'HEC X central, voilà. Mais comme j'arrive avec mon petit vernis grâce à l'EM Strasbourg et grâce à HEC Montréal, avec mon petit vernis de connaissances techniques, je passe les entretiens et à ma plus grande surprise, je suis pris. Mais tu pilotes cette demande de job depuis Montréal ? Alors, j'étais de retour en France, mais j'arrivais avec... Ils ont vu que j'avais 3 compétences technologiques. Encore une fois, dès qu'on connaissait 3 petites choses sur Internet, on pouvait être vu comme le pape d'Internet avec 3 connaissances de base. Et puis, comme je comprenais leur fonctionnement même, alors que même les étudiants sortant des grandes écoles françaises, n'ayant jamais entendu parler de la chose, forcément ne le connaissaient pas. Donc, je pouvais briller comparativement aux autres. Voilà, donc je suis pris néanmoins je reste pas très longtemps, je reste 9 mois parce qu'au bout de 9 mois quand même ils me mettent face à une contradiction qui est effectivement écoute c'est bien mais il te manque quand même une belle école sur ton CV et je me rappelle à l'époque on discute avec eux, ils me proposent notamment de dire qu'il fallait que j'aille faire un MBA quelque part pour muscler un peu mon jeu académique. Et il me propose d'aller faire un MBA, en l'occurrence, même de m'aider pour essayer de voir si je pouvais pas rentrer, essayer de postuler à Stanford ou ailleurs. Ça veut dire que quelque part, ils croyaient en toi, quoi. Ils croyaient en moi avec beaucoup de bienveillance, je leur dois beaucoup. Mais moi, c'était pas du tout mon état d'esprit. Moi, j'avais 26 ans, j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer dans l'actif, d'aller me battre. Et j'avais pas du tout envie de faire des études. D'ailleurs, les études, hormis mon année à HEC Montréal, m'ont pas spécialement passionné, je trouvais ça très théorique, j'avais envie d'être dans l'action. Donc j'ai poliment décliné l'offre et ils m'ont dit dans ce cas-là, il est temps que tu voles de tes propres ailes, va voir d'autres cieux. Et c'est comme ça que j'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais créer ma boîte. Et en l'occurrence, j'ai créé 1, 2, 3 Investment Manager. Venture qui s'appelait Venture à l'époque. J'ai une manie de renommer les sociétés. On va en reparler, mais je crois que c'est un point commun, toi et moi. Voilà, donc qui s'appelait 1, 2, 3 Venture à l'époque. Et là, je décide, avec toute la naïveté de mes 26 ans, de dire pourquoi pas créer moi-même un fonds de capital investissement. Et je me lance à 26 ans et ça m'a occupé quand même de 26 à 40 ans. Et ça a été une sacrée portion de ma vie, une sacrée aventure. Alors, parle-moi d'1, 2, 3 Venture ou Investment Managers. Donc, en fait, tu voulais démocratiser le capital risque, c'est ça ? Oui, alors effectivement, ça nécessite un peu de comprendre comment fonctionne cet écosystème. Ce qu'il faut savoir que quelques fonds qu'on appelle de capital investissement, c'est-à-dire les fonds de capital risque, de capital développement, de LBO, à l'époque, je parle vraiment de ça il y a 20 ans, étaient des fonds très élitistes. Alors élitistes, je l'ai déjà mentionné dans les profils qu'ils recrutaient, et ça n'a pas changé, mais élitistes également dans les gens qui pouvaient mettre de l'argent chez ces fonds. C'est-à-dire que ces fonds, pour financer les business objects dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'ils lèvent eux-mêmes de l'argent, il faut qu'ils aient des bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds, c'est qui ? C'est des grands investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, des fonds de pension. Chez Partech, je me rappelle à l'époque, il y avait le fonds de pension d'IBM, il y avait la famille Bettencourt, il y avait AXA, ce type d'acteurs. Donc et si toi et moi, on voulait aller frapper à leur porte et dire, écoutez, voilà, ça m'intéresserait de mettre même 100 000 euros, qui est une somme gigantesque pour un particulier, la réponse aurait été non merci. Nous, on traite avec des grands investisseurs institutionnels, on n'est pas outillés pour traiter. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec la mode des levées de fonds, quand une start-up lève des fonds, le VC doit également lever des fonds. Exactement. Donc, voilà. Il en a levé au préalable. Voilà, exactement. Pour s'assurer d'avoir l'argent le jour où il trouve le deal intéressant. Exactement. C'est pour ça qu'on voit fréquemment, je sais pas, Isaïe, Invest, Partech, Index, pour citer quelques noms de fonds qu'on voit souvent annoncés, Kima. Alors Kima, c'est un peu différent parce qu'ils investissent l'argent propre de Xavier Niel. Mais les autres fonds dire annoncer, j'ai levé 100, 200, 300, 400 millions, et ces 400 millions vont être petit à petit investis dans des startups. Et donc l'idée dans le 3 Venture à l'époque était très simple, était de dire qu'à cela ne tienne, on veut démocratiser le capital investissement, c'est-à-dire qu'on va faire ce métier d'investir dans des sociétés, mais on va le faire avec des particuliers. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le petit épargnant qui va pouvoir commencer à investir à partir de 1 000 euros dans nos fonds pour que nous-mêmes, ensuite, on investisse dans des sociétés de tout type. À la fois des jeunes sociétés qui se créent, à la fois des sociétés matures qui ont besoin de grandir, comme des sociétés qui ont besoin, dans des phases de transmission, ce qu'on appelle classiquement le LBO, le rachat avec effet de levier. Voilà, ça a été ça notre thèse. Et on s'est lancé avec la plus grande naïveté, alors qu'on était quasiment les seuls à l'époque à faire ça. On nous a pris un peu pour des fous. C'est qui ? Alors au début, c'est moi tout seul, mais très vite entouré
d'autres jeunes associés, pas tellement plus vieux que moi, voire plus jeunes que moi, encore pire, et notamment un que je vais citer aujourd'hui qui est très important, qui s'appelle Xavier Antonioz, puisque Xavier, on travaille toujours ensemble 20 ans après, et aujourd'hui c'est lui le président du directoire d'un de 3 ventures, qui s'appelle 3 Investment Managers aujourd'hui. C'est lui le président du directoire, moi étant le président du conseil du finance, c'est-à-dire que c'est lui vraiment le patron opérationnel de la société, alors que je suis là pour superviser la société. Mais on a fait exactement le contraire dans October. Je suis le président du directoire et c'est lui qui est le président du conseil du finance. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on roule ensemble dans toutes les aventures entrepreneuriales que l'on mène. Tu décides de monter ton fonds. Comment ça se passe? Avec un sens du timing incroyable. Oui, 4 septembre 2001. Oui, ça on va y revenir parce que je sais qu'il y a même une anecdote. On va en parler. Juste un peu avant ça. Donc, tu décides de monter ton fonds. Tu as 26 ans. Et comment ça se passe? Tu vas dire où tu prends l'argent, où tu vas lever. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que tu vas financer, comme un VC, des boîtes. Et tu vas simplement, au lieu de lever de l'argent, tu vas découper ces levées de fonds que tu dois faire en petits bouts pour pouvoir t'aider à financer, c'est ça? Exactement. Alors déjà, quand on crée une société comme ça, il y a une première étape avant préliminaire et indispensable, c'est qu'il faut être agréé pour faire ce métier. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'autorisation de dire je lève de l'argent. Demain, n'importe qui peut décider de vendre des croissants, des bouteilles d'eau ou autre. N'importe qui n'a pas le droit de vendre des produits financiers. Donc, il faut créer ce qu'on appelle une société de gestion et être agréé auprès de l'autorité des marchés financiers, qui à l'époque s'appelait la COB, la Commission des opérations. L'AMF maintenant, L'AMF maintenant. Et donc, il a fallu qu'on soit agréé. Ce qui n'était pas une mince affaire, déjà, parce qu'on arrivait avec aucun ce qu'on appelle background, aucun track record, pour tous les anglicismes, mais on arrivait avec aucune histoire. 26 ans, le bagage était léger, pas très lourd à porter. Donc c'est vraiment déjà la première étape. Ensuite, cette étape-là, c'est une étape qui est bien, on l'a passée, mais c'est que le début aussi. Après, il faut lever l'argent. Bien évidemment, des particuliers, vous n'allez pas les chercher un à un comme ça dans la... Mais Partech t'avait aidé? Alors... Je vais y venir, mais il faut aller chercher les particuliers un par un. Pour aller chercher un par un, il faut monter des réseaux de distribution. C'est-à-dire qu'il faut aller trouver des banques privées, des banques généralistes, des conseillers en gestion de patrimoine qui vont revendre votre produit. Vous ne pouvez pas aller tuer les particuliers indirects, ça coûte beaucoup trop cher. Et puis pour monter ces réseaux de distribution, ils ne viennent pas immédiatement vous amener de l'argent le premier jour. Donc ça veut dire que vous, en tant que société, en 2-3 ans, on a dû nous-mêmes faire une levée de fonds pour trouver le carburant nécessaire au lancement de la fusée. Et c'est là où je dois beaucoup à Partech et je leur rends hommage, c'est que l'air de rien, ils ont vu passer ce jeune naïf chez eux pendant 9 mois. Non seulement ils m'ont laissé la possibilité de partir, me lancer dans mon aventure, mais en plus ils m'ont aidé parce qu'ils ont fait partie de mes actionnaires du démarrage. C'est-à-dire que Partech, plus d'autres, m'ont dit ok, j'ai cherché à l'époque, je me souviens plus bien des sommes parce que c'est vieux, mais je pense qu'à l'époque je devais chercher l'équivalent d'1,2 million d'euros pour créer la boîte. Ah oui, c'est pas mal quand même déjà. C'est beaucoup. Et je crois qu'à l'époque, il m'avait dit on t'en amène un tiers, on t'amène 400 000 euros et tu te débrouilles pour trouver les autres tiers. Plus le nom. Plus le nom. Plus le nom, le fait d'avoir leur caution. Et oui, quand tu vas avoir d'autres fonds, tu leur dis Partech est déjà dedans. Bien sûr, ça aide surtout quand c'est votre ancien employeur. Ça aide parce qu'a priori, ça valide que vous n'êtes pas en truand. Voilà. Donc ça bien sûr. Ouais, parce que 26 ans. Il faut qu'on te prenne au sérieux, quoi. Moi, j'ai commencé très tôt à travailler. Au début, on me tutoyait. C'était, pas 26 ans, à 23 ans. Mais après, il faut être sérieux, surtout dans ce métier, quoi. Il faut être sérieux. Et puis, c'est un secteur que je ne connaissais pas. C'est une ville que je découvrais, Paris. Encore une fois, moi, j'avais fait mes études à Strasbourg. Je suis originaire de Haute-Savoie. Ça faisait 9-12 mois que j'étais à Paris. Je connaissais rien à cette ville. Je connaissais rien à ces réseaux. Je connaissais rien aux gens qui étaient importants dans ce business que je ne connaissais pas non plus d'ailleurs, donc ça avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Mais comme l'avantage de ne rien connaître, c'est que vous n'avez pas peur parce que vous ne connaissez pas les dangers en même temps. Donc il y a cette naïveté que je trouve toujours très sympa quand vous créez une entreprise très jeune, c'est que comme vous ignorez les dangers par méconnaissance, en même temps vous n'avez peur de rien. Ça aide tous les fois. Et donc ça aide finalement, ça aide à se lancer. Donc ils t'aident. Je crois que d'ailleurs le fameux Xavier, c'était ton stagiaire, c'est ça ? Alors oui, ils sont particulièrement sympas parce que au début, ils n'ont pas tout de suite dit oui pour rentrer au capital et ils m'ont dit oui en revanche pour que je commence à créer mon entreprise. J'avais un problème effectivement, c'est ils m'avaient demandé néanmoins de continuer de travailler à mi-temps pour eux.
parce qu'il fallait que je boucle des affaires courantes. Et donc, il m'avait laissé un mi-temps de libre. Et c'est là, quand même, le rouverture d'esprit extraordinaire, c'est qu'il m'avait laissé, en me disant, sur mon mi-temps, que je puisse recruter un stagiaire pour que ça fasse en plein temps. Le stagiaire mi-temps, qui prenait le relais sur moi quand je ne travaillais pas. Et ce stagiaire, qui s'appelait Xavier, effectivement, vous avez bien suivi, ils m'ont laissé le faire venir dans les bureaux chez Partech. Donc je me retrouvais, j'avais 9 mois d'ancienneté dans une entreprise, j'avais 26 ans, j'avais un bureau dans lequel j'avais un stagiaire payé sur mon demi-salaire pour commencer l'entreprise. Donc c'était quand même... Quand j'y repense, je ne sais pas exactement ce qui les a motivés à accepter ce deal totalement incongru. Mais c'est pour ça que ça me fait plaisir de le raconter, ça me fait plaisir de les remercier à nouveau, et ils le savent que je leur dois beaucoup sur ce sujet-là. Tu crées le fonds. Alors, tu te souviens de ton premier fonds, mais est-ce que tu crées la société, une date importante? Alors, on va le dire, c'est le 4 septembre 2001, donc une semaine avant, le 11 septembre. J'ai quand même quelqu'un qui est passé dans ce podcast qui s'appelle Kevin Polizzi, qui a monté le 11 septembre, directement. Donc, encore plus fort. Voilà, encore plus fort. Donc, tu montes ça le 4 septembre. Ouais. Raconte-moi, parce que... En fait, on crée la société au mois de juillet 2000. Mais tant d'avoir tous ces fameux agréments dont je parlais tout à l'heure auprès de l'AMF, c'est très long. Il y a des démarches administratives. Le vrai droit de démarrer et de tourner la clé, on l'obtient le 4 septembre 2001. C'est-à-dire que le 4 septembre 2001, le produit est tamponné par l'AMF et on a le droit de le vendre au public. Donc le 4 septembre 2001, on se lance dans l'aventure et on commence à vendre notre produit. On commence à partir sur la route. Donc tu avais fait ta levée de fonds déjà On avait fait la levée de fonds au niveau de l'entreprise, mais là, il fallait qu'on lève les fonds pour mettre dans le véhicule qui allait nous permettre de financer des sociétés. Et là, on met une action à l'époque avec Boursorama, qui n'était pas encore en site transactionnel, qui n'était pas encore propriété de la Société Générale. Et on met de la publicité pour notre produit sur Boursorama avec l'aide des fondateurs de Boursorama de l'époque, notamment quelqu'un qui s'appelle Stéphane Mathieu. Et c'est un carton total. C'est-à-dire que le produit rencontre son marché. On reçoit un nombre de demandes de plaquettes, parce qu'à l'époque, c'était comme ça que ça se souscrivait, ça se souscrivait pas en ligne. C'est-à-dire on recevait des gens qui nous laissaient leur adresse postale pour qu'on leur envoie des plaquettes par la poste, et on reçoit des milliers de demandes. Donc là, pour moi, c'était clair, c'était l'Eldorado, on avait vu juste, les gens avaient envie de cette classe d'actifs, ils la découvraient avec nous, c'était fantastique. Donc là, j'appelle à l'aide tous les copains pour faire de la mise sous C'était pendant l'été, quoi, juste un peu avant. Quoi. Non, c'était entre le 4 et le 11 septembre. Ah oui, ça allait vite. Ouais. C'est 10 jours. On prépare le deal pendant l'été, mais le 4 septembre, on ouvre ça. Et pendant 10 jours, on envoie de la plaquette à gogo. Et forcément, le 11 septembre arrive. Et les plaquettes, aucune n'est revenue remplie. C'est-à-dire qu'on a fait 0 souscription. Combien d'envois, à peu près? Je ne me rappelle plus l'époque, mais peut-être 30 000. Ah oui. 30 000 envois. En plus, ça va coûter des sous. Ça nous a littéralement ruinés. Et on n'a rien reçu en retour. Et pire que ça, c'est-à-dire que les gens étaient tétanisés par rapport au risque. C'est-à-dire que suite à cela, plus personne n'avait envie d'aller financer des entreprises a fortiori non cotées, a fortiori avec une société de gestion émergente. Donc là, on est rentré dans une ère de scepticisme qui a duré au moins 2 ans, 3 ans. Et comment vous vous en sortez? On a fait le dos rond. Ouais. Vous étiez combien à l'époque à peu près? Trop déjà. Trop. C'est pour ça qu'on avait à peine commencé qu'on a dû malheureusement licencier. Puisqu'on était parti, nous, calibrés pour un plan de marche normal. On n'était pas du tout parti pour se prendre en mur 10 jours après le démarrage. Donc tu avais quand même déjà commencé à recruter. On avait une équipe à l'époque qui devait faire déjà 12 personnes, mais on n'avait pas du tout les moyens de financer 12 personnes à l'époque. Donc on a dû réduire ça au plus près, au plus juste, et se retrouver à, je vais peut-être dire une bêtise sur les chiffres, mais 5-6 personnes, en mode très réduit. C'était vraiment une période très très difficile. En attendant que l'appétit pour le risque revienne, en attendant que nous-mêmes, on corrige nos propres erreurs, parce que la réalité, c'est que ce n'est pas que le 11 septembre 2001 qui nous a mis dans le mur. La réalité aussi, c'est qu'on avait une méconnaissance de plein de mécanismes financiers commerciaux, qu'on ne savait pas là où aller chercher l'argent, etc. Donc, quand vous ajoutez votre incompétence à l'adversité, ça fait beaucoup. Donc là, on s'est payé une formation accélérée. Notre vrai talent à ce moment-là, ça a été de savoir être résilient et d'apprendre très vite et de changer très vite ce qui fonctionnait mal. C'était ça notre vraie réussite, et de pas essayer de persister dans nos erreurs, ce qui est malheureusement toujours en piège quand on se trompe, de penser que si on insiste, ça va passer à la fin. Donc on a tout de suite
je pense que c'est là où l'histoire est sympa, c'est qu'on a tout de suite, comme on dit dans ça c'est un mot qui est apparu après, mais pivoter, c'est-à-dire qu'on a su aiguiller là où il y avait de la demande, on a su améliorer ce qui ne marchait pas. Alors 1, 2, 3, c'est quoi? C'est un job de gérant d'actifs classique ou quel est le business model? Le business model, il est assez simple, il ressemble à un business model de gérant d'actifs, c'est-à-dire qu'on lève de l'argent, ceux qui nous confient de l'argent, on leur facture ce qu'on appelle des frais de gestion, un pourcentage sur l'argent qu'ils nous confient. C'est grâce à ça qu'on fait du chiffre d'affaires. Et si par hasard on performe particulièrement bien, au-dessus d'une performance qu'on détermine avec eux, on prend ce qu'on appelle un carré d'interest, exactement, un frais de performance. Plus les droits d'entrée, plus plus les droits d'entrée qui servent dans le modèle, d'abord qui sont pas forcément tout le temps pris, et s'ils servent surtout dans le modèle à payer celui qui vous amène le client. Effectivement, au moment où vous le trouvez. Mais au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe en fait une fois que le 11 septembre est passé? Comment tu réenclenches, comment il y a l'attraction en fait? Petit à petit, on convainc des gens de nous référencer, on trouve des produits qui répondent mieux à la demande, qui sont plus simples à comprendre. Il y a ce qu'on appelle à l'époque les fonds communs de placement de l'innovation, les FCPI. On lance un FCPI très original, comme en plus il y a une incitation fiscale, ça pousse les particuliers à accepter cette prise de risque qu'ils n'acceptaient pas forcément avec notre premier produit qui n'avait pas d'avantage fiscal. Voilà, c'est le genre de choses qu'on lance, et puis je ne veux pas rentrer dans le détail de la technique, c'est pas forcément passionnant pour ceux qui ne s'intéressent pas à ce métier en détail, mais on sort des vrais produits différents de ce que font nos confrères et qui nous distinguent dans cet univers qui petit à petit devient concurrentiel. Et quelque part tant mieux, parce que vous créez pas un marché tout seul. Donc à un moment, pour qu'un marché décolle, il faut qu'il y ait de la concurrence. Donc on était aussi très tôt sur le marché, on était parmi les premiers, mais petit à petit, il y a de la concurrence qui est arrivée, à la fois de grands réseaux bancaires qui ont créé leur société de gestion de capitalisme pour particuliers. Le Crédit Agricole, par exemple, avait lancé sa propre structure, la Société Générale aussi, mais également plein d'indépendants qui ont lancé leur propre société. Tu te souviens de ton premier fonds? Et bien sûr, je me rappelle très bien. Il s'appelait 1, 2, 3 Explorer, exactement. Et tu as financé qui avec? On a financé dans le premier fonds. Il y avait, si je dis pas de bêtises, il y avait les crèmes dessert Mont Blanc, je pense, dans ce premier fonds. Par exemple, dans les dossiers, dans les dossiers un peu marrants. Puis je me rappelle bien effectivement des premiers. Après aussi, on a financé de tout chez 1, 2, 3, des sociétés très jeunes, vraiment pris au berceau. Comme des sociétés très matures, voire en retournement. C'est le cas des crèmes dessert Mont Blanc, c'était une marque désuet qui est devenue un super succès, qui ensuite a racheté les Pommes-Potes, etc. Enfin, c'était une fantastique retournement. Et puis des sociétés qu'on a pris au berceau. Notre plus belle success story chez 1, 2, 3, à ce jour, c'est Criteo. Criteo, on a eu la chance de pouvoir mettre en co-investissement le premier $1 million chez Criteo, au tout premier tour de table. Effectivement, là aussi, ça a été une des sociétés françaises qui s'est cotée au Nasdaq. On reboucle avec l'histoire Business Object, effectivement. Et notre $1 million, entre-temps, était devenu 80 millions. Voilà. Donc, c'est pas tous les jours qu'on fait 80 fois la mise sur un dossier. Donc ça, c'était... Home run. Home run, exactement. Ça paye pour tous les dossiers où, malheureusement, on a échoué. Bon, ça se passe bien, donc jusqu'à quand? Donc jusqu'à ce que tu le quittes. Enfin, tu le quittes, non, tu montes l'index, mais qu'est-ce qui se passe donc? Ça se passe bien toujours en fait. Et même après mon départ, ça s'est bien passé. Cette année. Quand tu quittes, tu peux donner quelques métriques quand tu quittes à peu près. Qu'est-ce que tu fais? Alors je suis nul dans les métriques. En tout cas, je peux dire, c'est que cette année, d'abord c'est une société 1, 2, 3 qui a fait quasiment une croissance continue depuis 20 ans. Et qui cette année a fait en termes de collecte sa meilleure année, la meilleure année ever. Donc c'est une société qui continue de grandir. Alors il faut voir que la transition s'est faite à la fois très rapidement, mais en même temps en très bonne intelligence et organisée très vite. C'est-à-dire que Xavier, ça faisait au moment où je suis parti quitter October, ça faisait déjà 16 ans qu'on travaillait ensemble, donc on se connaît par cœur. Xavier, on a décidé de créer October, c'était genre à l'été 2014. Au mois d'octobre, la société, d'où le nom October, était créée. Et entre-temps, on avait réorganisé la gouvernance dans 2-3 pour que ça puisse fonctionner sans que je sois opérationnel dans la structure. Parce qu'avant, on était en conseil d'administration, on est passé en directoire et conseil de surveillance. Xavier a repris les manettes.
Et c'était reparti. Mais que je comprenne bien, pour un 2-3, quelle est la différence avec un VC normal ou un fonds normal? Alors, mis à part, vous avez toujours cette notion de on peut rentrer avec 1 000 €? Exactement. Alors ça, c'est une des premières différences, c'est qu'on est toujours centré sur la démocratisation de la classe d'actifs. Même si, entre-temps, on a pris des clients de plus en plus riches. C'est-à-dire qu'au début, on avait beaucoup de clients qui mettaient en moyenne 4, 5, 6 000 € dans nos fonds. On est monté ensuite à des clients privés qui ont mis jusqu'à 100 millions d'euros, donc des grandes fortunes. Et aujourd'hui, 1, 2, 3 travaille de plus en plus avec des investisseurs institutionnels qui vont même jusqu'à représenter la moitié de l'argent qui est collecté. Donc aujourd'hui, c'est une société qui est très diversifiée dans ses sources de financement et qui est également aussi très diversifiée dans le type de société qu'elle finance. Ce qui n'est pas forcément le cas de pas mal de sociétés de gestion sur la place qui sont plutôt des spécialistes. Les noms qu'on a mentionnés tout à l'heure, on parlait d'Isaïe, c'est ce nom qui me revient en tête. Ouais. Isaïe est vraiment sur les sociétés de technologie, sur un stade bien particulier, par exemple, là où 1, 2, 3 peut faire de l'investissement en early stage, donc vraiment très tôt dans les entreprises, comme du LBO, comme de la dette mezzanine, ou voire du retournement. On a financé 5 ASEC au moment où le dossier était en retournement, donc c'est un dossier qu'on a financé en pleine difficulté pour la redresser. Qu'est-ce que tu appelles retournement? Un retournement de la santé de l'entreprise, c'est-à-dire une société qui a une difficulté financière, qui ne va pas bien, qui est souvent étranglée par sa dette. Pas de sauvegarde, pas encore. Qui peut. Et on essaye de la remettre en ordre de marche, de prendre les décisions qu'il faut pour retrouver un nouvel élan sur l'entreprise. Mais c'est-à-dire que, par exemple, une boîte comme Isaïe, je peux pas investir chez eux 2 000 €? Non. D'accord. Non. Et vous avez, enfin, sur 1, 2, 3, vous avez c'est possible. Oui, ça, ouais. Mais vous avez, vous avez des confrères? Alors, on a bien sûr des confrères. On a des confrères qui ne font que du particulier. Mais en fait, c'est un univers. Il y a October aussi maintenant. Alors, c'est pas le même métier. C'est-à-dire que 1, 2, 3 est vraiment axé sur l'investissement en capital. C'est-à-dire, on devient actionnaire des entreprises, ne fait pas des prêts. D'accord, tu vas m'expliquer la différence. Je vais expliquer la différence. Quand tu quittes, combien de collaborateurs? On doit être, à l'époque, je pense, une 60aine de personnes à peu près. Donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et puis, 2014, tu quittes donc la présidence et tu décides de monter ce qu'on appelle à l'époque l'Endix, aujourd'hui devenu October. Alors, je voudrais que tu m'expliques un peu comment le cheminement est venu. Je vais rappeler rapidement, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Chez October, vous avez 2 métiers. Alors, d'abord, vous avez un site qui est super bien fait, qui est extrêmement clair. Voilà. Vous avez 2 métiers. Alors, ça vous permettez de prêter de l'argent directement à des entreprises. Et d'un autre côté, vous proposez aux entreprises des solutions de financement. C'est ça, de 30 000 € à 5 millions d'euros. Exactement. C'est bien ça, avec un formulaire. On va y revenir. Donc, 2014, ça fonctionne bien, 1, 2, 3. Tu te dis quoi? J'ai fait le tour? Je me dis que je suis... Il y a 2 choses. Comme tu es bon en maths, j'ai vu que tu avais noté ma date de naissance sur ton papier tout à l'heure. Je suis mauvais en mémoire, je note tout, donc c'est pour ça. J'ai vu à l'envers que tu avais noté 74. Donc là, comme tu es bon en maths, maintenant tu calcules que j'avais 40 ans. Et je pense que je fais ma crise de la quarantaine. Et je me dis... j'ai envie de quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de retenter une aventure. J'ai envie de me remettre en danger. 1, 2, 3 a été une formidable aventure qui fonctionnait très bien quand j'ai décidé de créer October et qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Mais j'ai avant de me dire, est-ce que finalement j'ai eu un coup de chance? Est-ce que je serais capable de repartir de la feuille blanche avec rien entre les mains? Vraiment de me retrouver sur une table, là, comme celle sur laquelle on discute aujourd'hui, et de repartir. Feuille blanche, personne, mon Mac, et je vais rechercher des investisseurs, recruter une équipe, obtenir des agréments, et je me relance. Et là-dessus, effectivement, c'est une envie qui me taraude, et je vois passer une nouvelle loi qui ouvre une brèche dans le monopole bancaire. Il faut savoir qu'en 2014, il y avait un monopole bancaire très strict qui disait que seules les banques pourraient prêter de l'argent. Aux entreprises. Aux entreprises. Je ne sais pas si tu le sais forcément, mais aujourd'hui, tu as un ami qui est boulanger, tu peux devenir actionnaire de sa boulangerie sans aucun problème. Ce même ami, tu veux lui prêter de l'argent pour monter sa boulangerie, c'est une peine de prison et une amende. C'est du pénal. C'est interdit. Sauf si tu es une banque, ou sauf si maintenant tu es October. Et donc, ce qui s'est passé... 375 000 € d'amende, il me semble. Exactement. Très cher. Très cher. Et ça a été ouvert, ce monopole bancaire.
Et je me suis dit, mais tiens, finalement, ce métier, il est fait pour moi. Parce que, en fait, pour nous, on ne considère pas qu'on a deux métiers. On ne considère pas qu'on a le métier de lever de l'argent, le métier de prêter aux entrepreneurs. On a un seul métier. Et notre métier, c'est de faciliter la vie des entrepreneurs quand ils veulent emprunter de l'argent. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on l'a tous vécu pour emprunter de l'argent. C'est un parcours du combattant. Et on est persuadé que là, il y a quelque chose à faire avec la technologie. C'est-à-dire qu'on pense que la technologie peut aider à prendre des meilleures décisions de crédit et peut surtout faciliter, accélérer l'octroi d'un prêt. Et donc, on a dit, voilà le marché qu'on veut attaquer avec October. On a une opportunité réglementaire. Allons-y. Après, bien sûr, quand on fait des prêts, il faut dire d'où vient l'argent. Toujours la même question. Donc là, il a fallu aller chercher l'argent. Il faut le chercher auprès d'investisseurs particuliers, d'investisseurs institutionnels. Mais finalement, cette loi, quand je l'ai vue, quand je l'ai lue, je me suis dit, mais elle est faite pour moi. Ça parle de technologie, mon amour premier québécois. Ça parle de PME, mon amour depuis toujours avec 1, 2, 3. Ça parle de régulation, là aussi, depuis toujours baigné dans ce sujet, avec beaucoup de naïveté au démarrage, mais j'ai fini par apprendre. Voilà, ça parle d'investisseurs. Donc je me suis dit, c'est fait pour moi ce truc-là. Il faut que je me lance dans cet entrepreneuriat-là, et c'est pour ça que j'ai voulu me remettre en danger et relancer cette société, et lancer cette société. Que je comprenne bien avant de développer, sur 1, 2, 3, vous ouvrez la possibilité aux fonds, enfin aux particuliers, aux investisseurs de prendre un petit morceau du gâteau. Mm-hmm. Et cette loi change qu'en fait, parce que là, normalement, pour pouvoir prêter à une entreprise, tu dois passer par un tiers de confiance, si je peux appeler ça, ouais. C'est-à-dire le fonds. C'est-à-dire l'entreprise prête au fonds, à 1, 2, 3, qui reprête à l'entreprise. Alors, 1, 2, 3 ne prête pas d'argent. 1, 2, 3 devient actionnaire. Oui, actionnaire, pardon. Ah, donc là, vous êtes dans le prêt. Là, on n'est que dans le prêt. D'accord, j'avais pas compris. Ce que l'on fait sur October, ce n'est que du prêt. D'accord. C'est-à-dire, c'est vraiment, on prête de 30 000 à 5 millions d'euros, de 3 mois à 7 ans, et c'est un argent comme un prêt en banque qui se rembourse. C'est pas un fonds du tout, October. Ce n'est pas un fonds. D'accord. C'est de l'argent qui se rembourse tous les mois et qui est rendu ensuite au prêteur. Par contre, ça ouvre la possibilité aux entreprises de se retourner soit vers un fonds pour financer leur projet, soit vers il y a un emprunt bancaire, etc. Alors, soit vers October. Oui, alors c'est pas ce genre d'arbitrage qu'on fait en fait. Ouais. On choisit pas entre aller voir 1, 2, 3 et l'AIA, Partech, PAI ou October. On a un projet qui doit se financer avec des capitaux longs et patients, et dans ce cas-là, ça s'appelle le capital investissement. Soit au contraire, vous avez déjà une entreprise qui est rentable, qui a une capacité de remboursement, et vous vous tournez soit vers votre banque, soit vers October. C'est pas 1, 2, 3 ou October. Par contre, les deux solutions peuvent se combiner aussi. C'est-à-dire que quand il y a un besoin qui est important, vous pouvez prendre à la fois du capital long, patient, et à côté prendre des prêts. Donc, tu décides de monter October, l'index feuille blanche, from scratch. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir intégré c'est complémentaire quand même. Vous auriez pu bosser pour être tranquille, pour être... Alors, pour plein de raisons que je ne regrette absolument pas aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous devez innover, quand vous devez repartir de la feuille blanche, il faut le faire sans contrainte, sans attache. Il faut avoir la capacité de partir dans la direction où vous voulez, de changer d'avis. Et c'est pour ça que c'est très très dur d'innover quand vous avez des poids aux pieds, de ce qu'on appelle de la legacy, le poids de l'histoire. Et je me suis dit, si je crée ça au sein d'un 2-3, je serais forcément toujours partagé entre gérer mon existant et gérer le futur. C'est un produit. Voilà, c'est un produit. Ouais. J'aurais toujours certaines contraintes, peut-être des clients. On va pas. Donc c'était trop compliqué. Je voulais vraiment partir l'esprit libre, totalement libre, et pas me dire tiens, je dois aller à quel rendez-vous, le rendez-vous qui prépare le futur ou le rendez-vous qui gère le passé. Donc je voulais vraiment être totalement libre. Et c'est pour ça d'ailleurs, toujours les gens disent mais souvent, quand vous financez de l'innovation, la mauvaise question que peut poser un investisseur, c'est de dire oui, mais qu'est-ce que vous allez faire si tel grand groupe fait la même chose que vous ? Pourquoi les grands groupes ne trustent pas, n'ont pas le monopole de l'innovation ? Tout simplement parce qu'ils sont piégés eux-mêmes par cette propre legacy. C'est pour ça que toutes les innovations ne viennent pas des grands groupes. Quand vous avez le poids de l'histoire, c'est pas simple d'innover. On le voit aujourd'hui avec l'univers bancaire. C'est pas simple pour des banques de se lancer dans la technologie, d'innover, de lancer des néobanques, de lancer des nouveaux produits. C'est pas que les gens qui travaillent soient moins doués que ceux qui sont dans les startups. Ce n'est pas qu'ils aient moins de moyens financiers. Au contraire, ils en ont beaucoup plus. C'est pas qu'ils n'aient pas les compétences techniques et ne comprennent pas ce qu'il faut faire, mais c'est qu'il faut gérer de l'existant. Et ça, ce poids de l'histoire fait que l'innovation est très compliquée. Donc, je pense qu'au contraire, le talent des grands groupes,
et ce que font très bien d'ailleurs les grands groupes, les grands groupes américains notamment, c'est d'absorber des sociétés innovantes une fois qu'elles ont structuré cette innovation et trouver un moyen de la digérer de manière intelligente pour faire un groupe qui est encore plus fort, encore plus imbattable. Tu quittes, j'aime pas trop le mot quitter, mais tu décides de monter ta nouvelle structure du jour au lendemain. Donc comment ça se passe? Tu recrutes, c'est-à-dire on est vendredi soir, tu arrêtes, lundi matin on vient quand même te chercher pour te dire Olivier, j'ai tel problème sur 1, 2, 3. Tu leur dis quoi? Non. Non, alors j'ai fait quelque chose qui était d'abord il y a peu de déchirement de cœur parce que j'ai quitté, mais aujourd'hui on enregistre l'émission au 94 rue de la Victoire. Ouais. Là on est au 5e étage et au premier et au 2e il y a 1, 2, 3. Ah oui. Donc j'ai pas eu de déchirement de cœur. Donc, tu vois tes collègues? Je vois tous les jours mes anciens collègues. Je peux passer leur dire bonjour tous les jours et c'est ce que j'ai fait, ce que je fais tout le temps. Alors on est un peu de post-déconfinement, donc c'est un peu particulier, mais on se voit tout le temps. Ouais. Mais par contre, sur le plan opérationnel, j'ai vraiment lâché l'affaire. Je me suis totalement concentré sur October et c'est tout. Alors bien sûr, comme je suis président du conseil de vente, je suis concerné par les grands points stratégiques. Bien sûr, on a une proximité extrêmement forte avec Xavier Antonios, donc on échange très souvent, même pour vous livrer un peu notre intimité. Et en fait, avec Xavier, son frère est marié avec ma sœur en plus. Ah donc oui. Voilà, donc on se voit souvent forcément. Non, donc c'est une histoire, ça finit par être une histoire de famille, mais vraiment, je pense que la chose qui me satisfait le plus, c'est d'avoir pris cette décision de séparer clairement les deux. Je pensais que c'était bon pour October, que je sois concentré uniquement sur ce sujet-là. Et je pense que c'était bon pour Xavier aussi, qu'il soit seul maître aux commandes et que je sois pas, qu'il n'y ait pas mon ombre qui plane à prendre des décisions par-dessus son épaule ou quoi que ce soit. Il fallait, voilà. Mais surtout que Xavier, qui était ton premier salarié, qui a tout vu avec toi d'un, deux, trois, c'était ton double. C'était mon double. Donc ça aurait été plus compliqué de recruter quelqu'un à ta place. Bien sûr, donc j'étais dans une configuration qui était parfaite pour ça. Confiance totale en lui et confiance que je regrette nullement puisque aujourd'hui la société se développe extrêmement bien et ça marche à merveille. Tu quittes tes fonctions. Tu recrutes? Qu'est-ce que... Bah oui, il faut recruter. Quel est le modèle au début? Tu te dis quoi dans ta tête? Bon, évidemment, il y a ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire l'algo, le site, etc. Mais quelles sont les premières étapes de la création? Les premières étapes, c'est effectivement, alors déjà, c'est de trouver des bureaux. Alors ça, c'est simple. J'ai monté un étage, j'ai pris un petit bureau et on s'est installé. J'ai fait très attention de ne pas aller prendre des ressources chez 1, 2, 3 pour monter October parce qu'il ne s'agissait pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Surtout quand 2, 3 a besoin de ressources. La seule personne qui m'a suivi dans l'aventure, c'était parce qu'on avait un petit doublon sur le poste finance. Il y avait 2 personnes qui étaient toutes les 2 talentueuses. Donc il y en a une des 2 qui m'a rejoint pour être le directeur financier d'October, Emmanuel en l'occurrence, et puis on allait rechercher et recruter en externe. On a trouvé comme ça notre CTO, notre Chief Technical Officer, donc vraiment l'homme de la technique, qui nous a rejoint, présenté par Partech, là encore, voilà, le monde des petits. Ensuite, il y a eu Mathieu, qui a été maintenant il a évolué dans ses fonctions, mais vraiment mon alter ego, mon bras droit, qui lui était le fils d'un de mes anciens associés chez 1, 2, 3. Voilà, donc c'est vraiment le bouche à oreille qui fait qu'on constitue une équipe. Et ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié dans ce démarrage, en fait, c'est qu'on recrute, on recrute les amis et les amis d'amis. C'est toujours vachement plaisant parce que aucun de ces recrutements n'a été décevant. C'est-à-dire qu'on recrute des gens où on sait qu'on va avoir une proximité, une honnêteté intellectuelle, économique qui est fondamentale. Donc ça crée tout de suite une équipe de base forte qui aide à créer la culture. Et puis là encore, grâce à Partech, surtout, j'ai trouvé mon alter ego qui s'appelle Patrick Donenville, qui est le Chief Operating Officer, le CEO d'October. Et vraiment October, comme en 2-3 on a monté ça et géré ça les dernières années à 2 avec Xavier, October c'est pareil, c'est avec Patrick, où là je suis tombé sur un associé extrêmement brillant et très complémentaire, c'est-à-dire que c'est un ingénieur de formation, un X en l'occurrence, qui était le co-head Europe de Goldman Sachs, patron de la gestion de taux en Europe de Goldman Sachs. C'est quelqu'un d'extrêmement analytique, extrêmement rapide intellectuellement, et on fait un très bon binôme tous les deux. Comment tu finances tout ça? Tu fais une levée de fonds? On fait une levée de fonds, comme toutes les startups. On part sur la route.
Partech. Devine. Devine, avec Partech, ouais. On remet le couvert. Alors 1, 2, 3 peut pas financer? Non. Non, ne peut ou ne veut pas? Ne veut pas. Non, c'est toi qui ne veux pas, pardon. C'est moi qui ne veux pas. Et puis personne veut, parce que là, le conflit d'intérêts serait majeur. Ouais, bien sûr. Je peux pas négocier avec moi-même ou avec mes associés, c'est impossible. C'est pas notre argent, c'est l'argent de tiers. Ça aurait créé un conflit d'intérêts majeur. Donc non, ça c'est exclu d'emblée. Et puis surtout, moi, je vais aller me frotter au marché. Je vais aller voir ce que les gens externes me disent. Et donc c'est comme ça que j'en parle à Partech, ça se fait extrêmement rapidement. J'en parle à d'autres personnes qui ont été actionnaires dans 2-3, parce qu'en 2-3, il y a pas mal d'actionnaires qui sont sortis au fil des années. Je retourne voir ces mêmes gens-là, je dis voilà, je remets le couvert. Ça s'est bien passé une première fois. Oui. Est-ce que vous êtes des nôtres? Et là, on voit la différence de créer une boîte à 26 et à 40 ans. À 26 ans, j'avais mis 12 mois pour réunir sous de table. Là, ça c'est littéralement fait, en 48 heures. Voilà, donc il y a des avantages à être un peu plus âgé, un peu plus expérimenté, c'est ces choses-là. 26 ans, 40 ans, tu disais tout à l'heure, on a un peu la fougue. Ouais. 40 ans, quand on remonte dans une start-up, on a encore la même niaque qu'à 26 ans? Bah non, parce que je me lève le matin à 10h, je dois faire une sieste vers 3h, je m'arrête en général parce que je suis fatigué. Et le soir, il faut que je me couche tôt, donc c'est compliqué. Avec la tisane Avec une tisane, voilà. Ouais. Vers 6h, en général, je suis au lit. Mais bon, c'est pas grave. Non, tu as la même niaque? Non, je plaisante. Hein, si le passage n'est pas coupé, je plaisante. Faut pas le couper. Non, mais la même niaque, la même envie. Moi, il y a un qui m'excite plus. Il y a des grosses différences, néanmoins. Je le disais tout à l'heure, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup. Il y a des points forts et des points faibles de chaque côté. 26 ans, l'énorme point fort, c'est que vous êtes pour moi indestructible. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il ne peut rien vous arriver à 26 ans. Si vous avez la santé, il ne peut rien vous arriver. C'est-à-dire qu'à 26 ans, vous pouvez prendre tous les risques que vous voulez. Au pire, je paume. Ouais, ça... Non, mais à 26 ans, clairement, je sais pas, mais le truc que je ne peux pas faire à 40. À 26 ans, Xavier, qui était en stage, comme on ne payait pas beaucoup et machin, il logeait chez moi. À 40 ans, j'ai pas pris les premiers stagiaires d'October chez moi à mon domicile. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et avec quel argent on s'achetait à manger? On allait s'acheter des pâtes au Monoprix avec la carte de la boîte et on faisait passer ça sur la boîte. Voilà, c'est pas très. J'ai le droit d'avouer ça. C'est pas très méchant. C'est vraiment. Vous êtes indestructible à 26 ans. Il peut rien vous arriver. 40 ans, vous avez une femme, des enfants, un appartement, des frais fixes. Et puis vous avez surtout la pression que vous vous mettez tout seul parce que on vous observe. Il y en a pas mal qui m'ont dit t'es fou de repartir dans une aventure entrepreneuriale, ta boîte marche bien, prends du temps, profite. C'est pas du tout mon état d'esprit. Donc c'est voilà. Et donc vous dites mais mince, si je me gamelle, parce que bien sûr que l'échec fait partie de l'aventure. Et puis October, c'est pas une ligne droite. Il y a eu des moments très difficiles, on en parlera peut-être. Donc il faut gérer ça. Il faut gérer ça. Mais c'est là où je pense que effectivement aujourd'hui je sens pas de différence d'énergie par rapport à mes 26 ans, mais je sens des différences d'attitude forcément. Et à l'inverse, je vois beaucoup plus les pièges. J'en évite pas mal. Il y a peut-être des choses que j'aurais fait à 26 ans que j'ai pas osé faire là. Peut-être à tort, finalement. C'est peut-être des chemins de traverse qui m'ont emmené vers des endroits sympathiques, mais j'ai pas osé les prendre. Peut-être, j'en sais rien. On peut pas refaire l'histoire. C'est tout ça qui change. Mais en même temps, les choses vont vite. Quand on doit lever de l'argent, ça va vite. Quand on doit obtenir des agréments, ça va beaucoup plus vite. Voilà, il y a plein de choses qui s'améliorent. L'index October. Alors d'où vient le nom l'index? October d'ailleurs. Alors l'index, c'était on fait du prêt, land en anglais, X le petit gaulois du prêt qui se lance dans un univers d'anglo-saxon, ça fait l'index. On n'a pas trop théorisé le truc, on s'est lancé. Après la réalité malheureusement du nom l'index, c'est qu'il était phonétiquement très proche de plein d'autres marques, notamment à l'étranger. Et quand on est arrivé en Hollande, aux Pays-Bas, puisqu'on s'est développé très vite à l'international sur October, on est dans 5 pays aujourd'hui. On avait trop de sociétés qui nous ressemblaient en termes de noms. Donc il faut qu'on trouve un nom qui n'a rien à voir avec. Tout le monde s'appelait Len quelque chose. Même en France, Lendo Police. C'est un point commun qu'on a, toi et moi. Moi, j'ai changé 2 fois de nom également sur des boîtes. Moi, ma boîte s'appelait Inprint, maintenant elle s'appelle Papéo. Et quand tu tapais Inprint, à l'époque,
sur Google, il te disait, t'es sûr que il y avait un truc qui s'appelait imprint avec un M, ça veut pas dire ça, et tu sais, tu avais la suggestion, et à chaque fois, on te mélangeait avec les Vistaprint, etc. Donc j'imagine que l'index, c'était noyé partout. Ça s'appelait print quand on fait de l'impression, effectivement, c'est compliqué. Ça s'appelait land quand on fait du presse, c'est compliqué exactement. Aussi. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom qui n'a rien à voir avec le sujet, et le nom c'est October. Pourquoi October? Parce que la loi qui a ouvert le monopole bancaire date d'octobre 2014, et on s'est dit, tiens, c'est un petit clin d'œil à la loi, October. Voilà. Et en même temps, on est né, nous aussi, d'une opportunité qui est la crise, une crise qui arrive souvent au mois d'octobre, parce que c'est la crise, en fait, qui a poussé le régulateur à changer la loi, parce qu'il voulait diversifier les sources de financement pour les entreprises. Vous aviez des hésitations? On a eu, pardon? Des hésitations? Au moment du changement de nom? Alors oui, attends, oui, non, oui. Pardon, j'ai des hésitations, pourquoi? Non, mais t'as raison de poser cette question, parce qu'en fait, il y a deux choses. D'abord, est-ce que vous avez hésité avec un autre nom? Ça, c'était ma question. Ouais. Mais sinon, effectivement, alors à l'époque, en 2014, c'était quand même bien géré déjà. En termes de SEO, vous n'avez pas perdu Oh si, en termes de... Mais changer de nom, alors. J'ai écrit, pour ceux que ça intéresse et qui ont un problème de branding, j'ai écrit des différents posts sur le sujet pour partager notre expérience. C'est un sujet qui est souvent pris à la légère, le fait de nommer son entreprise au démarrage, parce que on voit pas ça comme un sujet prioritaire, on n'imagine pas forcément bien les choses, on n'imagine pas forcément développement international. Il faut se rappeler que BlaBlaCar s'appelait covoiturage quand même, c'est pas très pratique à l'étranger covoiturage, alors que je crois que BlaBlaCar aujourd'hui est dans une vingtaine de pays si ce n'est pas plus. Donc il faut penser à ça. United Credit qui fait également du prêt mais plutôt particulier s'appelait Prêt d'Union. Allez taper Prêt d'Union dans une URL, prêt-des, voilà, vous avez compris l'histoire. Donc souvent on ne pense pas à tous ces sujets-là, à tort. Donc il faut absolument se faire un cahier des charges sur alors, là, comme j'aime bien raconter le making of, j'ai un gros papier qui m'est mis sous les yeux, c'est marqué TU, ça veut dire tu. C'est vrai que je vous vois trop, donc alors, je vais faire un effort. Non mais pour dire les choses, je vais tutoyer. Je vous voyais parce que je sais qu'il y a une foule qui nous écoute, exactement, donc je voulais que vous voyez là. Voyez les auditeurs. C'est vrai que dans le podcast, c'est vrai qu'on s'est jamais vu avant aujourd'hui, on s'est eu au téléphone, on s'est jamais eu. D'ailleurs, on va remercier quand même Akram qui nous a présenté. C'est un bon moment de faire regarder. Alors je sais plus l'épisode, c'est le 25-26. J'ai adoré cet épisode. Il a cartonné et il faut vraiment l'écouter. Et on va parler d'Akram tout à l'heure. Alors lui, on n'a pas eu ce problème. Hein. Akram, on s'est tutoyé direct. Donc, Akram, voilà. Je crois qu'il connaît pas le vouvoiement. Akram. Ouais. Voilà. Et donc je lui ai mis un petit papier marqué tu, mais c'est vrai que on va y arriver. Donc c'est pas tu de tais-toi, ça va. Voilà. Alors, du coup, la deuxième question. Alors, tu as écrit donc ces blogs-là pour. Tu as fait un post sur le rebranding. Différents posts sur le rebranding. Je vais bien que tu m'envoies plus tard les liens. Je les enverrai. Ils sont postés sur LinkedIn. Voilà. Si vous cherchez dans mes posts LinkedIn, vous les retrouverez facilement, mais je vais vous les envoyer. Et puis, en termes de SEO, alors je te disais, moi, quand j'ai changé. Non, mais c'est une catastrophe, bien sûr. C'est une catastrophe pour le SEO de changer de nom. Alors le SEO non, enfin pour moi, hein, excuse-moi, mais parce que je l'ai vécu. Moi j'ai reçu moi j'avais ma boîte, j'ai reçu un jour un courrier recommandant disant cette boîte est prise par un gars qui était je sais plus trop où. Donc on a eu l'idée de changer et moi évidemment ça m'a inquiété parce que moi je suis dans l'e-commerce et pour moi c'est catastrophique d'avoir un problème de marque. Le SEO ça se gère bien chez Google, par contre chez vous, ce qui est embêtant c'est tout ce qui est quand on parle de vous. Parce que tous les produits financiers, tous les médias qui vont parler de l'index, à un moment, vous perdez tout ça, vous perdez ce jeu, en fait. Mais tu n'imagines pas le nombre de gens qui continuent de m'appeler encore l'index aujourd'hui, 2 ans après. Incroyable. Et où j'étais encore ce week-end avec des amis, que je vois quand même assez fréquemment, qui n'avaient pas réalisé qu'on avait changé le nom de la boîte. Un jour, j'ai investi dans une boîte dans un restaurant qui s'appelait le Méli-Mélo à l'époque. Et encore une fois, j'ai eu un problème de nom. Pourtant déposé et tout, bon, c'était compliqué. On n'avait plus de sous, il fallait rechanger tout, on n'avait plus de sous. On s'est dit on va le garder 6 mois. J'avais négocié avec l'entreprise de garder 6 mois. Je pense que 10 ans après, on nous appelle encore le Méli-Mélo. Enfin, c'est ma compagne qui a le restaurant. On nous appelle encore le Méli-Mélo, le nom qu'on a gardé 10 ans. Alors que maintenant ça s'appelle le Mélo Café, peu importe. Les gens percutent quoi. Comme quoi le petit faut donner l'adresse aux auditeurs. Ah oui, 60 000 là, ils le connaissent bien. 68 cours Julien. Voilà. Mais j'en ai parlé quand même quelques fois. Merci pour la pub. Comme quoi Astérix
Ça fonctionne, ça marque. Ça a fonctionné. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le métier d'October finalement ? Alors le métier d'October, il consiste à faciliter la vie des entrepreneurs qui veulent emprunter de l'argent. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est de faire des prêts grâce à la technologie. Je vais vous prendre un exemple très concret et vraiment d'actualité, qui sont les fameux prêts garantis par l'État. PGE. Donc les fameux PGE, puisqu'on enregistre, aujourd'hui on est le combien ? On est le 24 juin. On est sorti de déconfinement, enfin du premier déconfinement, on va être prudent. Et on se retrouve effectivement, October a réussi à être agréé pour distribuer les fameux PGE, les prêts garantis par l'État, non seulement en France, mais également en Italie et aux Pays-Bas. Donc on a des milliers d'entreprises qui viennent nous demander des prêts. Et il faut très vite être capable de leur dire oui ou non. Et si on leur dit oui, de mettre le prêt en place très vite. Aujourd'hui, on a une chance, c'est que les prêts qu'on distribue sont garantis par l'État à hauteur de 90%, comme vous le savez. Et donc ça nous permet de faire quoi, grâce à la technologie ? De faire des prêts, vraiment ce qu'on appelle un instant project. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, on a eu le cas ce matin, là on enregistre, il est 15h36, une entreprise qui est venue ce matin à 9h30, à 10h30, elle avait son PGE, elle avait son argent, on avait pris la décision sur la base des données qu'on a accumulées depuis 5 ans, sur la base de tout ce qu'on a appris depuis 5 ans dans les comportements des entreprises, dans la corrélation entre leurs chiffres. Et là, aujourd'hui, on fait des prêts comme ça de manière totalement instantanée, en claquement de doigts, jusqu'à 250 000 €. Donc pour un entrepreneur qui est habitué à attendre relativement longtemps une décision de sa banque, qui est habitué à passer par des process papier, des process qui sont parfois assez pénibles et pas compréhensibles pour lui. Là, il a une expérience totalement digitale et surtout extrêmement rapide de prêt. Alors, bien évidemment, on ne peut pas prendre des prêts, ce qu'on appelle un instant decisioning ou un instant project sur toutes les sommes et sans la garantie de l'État, mais ça montre à quel point la technologie peut révolutionner cela. Et nous, notre leitmotiv aujourd'hui, là où on va emmener October, c'est d'être une porte d'entrée pour tous les entrepreneurs qui recherchent des prêts. C'est-à-dire qu'on veut créer un nouveau réflexe de dire venez chez nous et on va vous connecter avec les meilleures sources de financement et vous connecter avec les gens qui pourront vous prêter de l'argent de la manière la plus adéquate. Aujourd'hui, on est sur particuliers, on est sur institutionnels. On a, pour vous citer, donc on a des milliers de particuliers qui viennent prêter, là, c'est encore plus démocratique qu'en 2-3, c'est à partir de 20 €, comme on peut avoir le Fonds européen d'investissement, la Banque européenne d'investissement qui ont prêté 100 millions d'euros sur October. Aux côtés de BPI, aux côtés de CNP Assurance, aux côtés du Groupama ou d'autres. Alors, je vais résumer pour bien comprendre. Donc, tu as 2 typologies de clients. Je sens que je n'ai pas été clair. Alors non, non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai parce que ce matin, en prenant le train, j'écoute, comme quasiment tous les jours, l'excellent podcast replay de Sébastien Coinon. Oui. Et alors ce matin, c'est rigolo parce que je monte à Paris pour voir 2 personnes. Je sais pas si tu le savais. Je vois toi. Et je vois Alexandre Pro. Ah bah j'étais avec lui hier soir. De Conto. Je serai avec lui demain. Et donc, vous êtes passés les 2 dans la même émission. Alors je sais pas si c'était en direct ou. Enfin, c'était en direct. Et j'étais avec lui. J'étais vraiment avec lui hier soir. Je lui ai laissé la place. Je suis sorti de plateau. Il rentrait de plateau. Alors donc lui, il parlait plutôt de la situation après Covid. Et par contre, toi, tu racontais que tu sortais une techno qui était dans les cartons depuis quelques semaines ou quelques jours. Ouais. C'est ça, c'est l'Instant Project en fait. Exactement, c'est exactement celle qu'on vient de... Alors, donc, pour résumer, alors là, je vais dire quand même, parce qu'on va pas non plus dire que vous faites des prêts tout le temps en 1 minute. L'avantage du PGE, effectivement, c'est que c'est garanti à 90% par l'État, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est quand même, le risque est quand même plus... On a un super filet de sécurité. Voilà. Alors, sinon, vous avez quand même, prenons quelque chose hors actu. Donc, voilà, vous avez 2 métiers. Donc, vous prêtez aux entreprises. Comment ça fonctionne ? Et vous avez des clients qui mettent de l'argent pour prêter aux entreprises. Comment ça fonctionne ? Alors, on prête à des entreprises de 30 000 à 5 millions d'euros sur des prêts de 3 mois à 7 ans. Et en temps normal, une décision se prend en 48 heures. Voilà. Donc, pas en quelques minutes. Ah oui. Mais c'est quand même 48 heures. C'est pas beaucoup plus long. Ce qui est incroyable, impossible avec une banque. Exactement. Ouais. Donc, c'est cela que l'on fait. De l'autre côté, il faut bien sûr trouver des ressources pour prêter. Et là, on a de l'argent qui vient d'investisseurs institutionnels et particuliers. Mais on va dire que ça, c'est plus une nécessité pour faire notre métier qui est de financer des entrepreneurs. Notre vrai métier, c'est d'être concentré sur la technologie qui permet de rendre la vie plus simple
pour distribuer des prêts. C'est vraiment ça. Notre obsession aujourd'hui, elle est sur comment faire un effet de levier grâce à la technologie pour mieux prêter de l'argent. C'est vraiment là notre obsession. Ça, je vais prendre quelques exemples tout bêtes, mais ça peut aller de... Quand quelqu'un vous demande aujourd'hui dans une banque votre liasse fiscale, ce qu'il va faire, vous lui donnez votre liasse fiscale, il la reçoit sur son mail, va la ressaisir dans un petit modèle Excel pour faire des grands calculs de ratio et voir si le dossier de prêt peut passer. Nous, d'abord, on va essayer d'éviter de demander au client sa liasse fiscale si on peut la retrouver par nous-mêmes dans des bases de données publiques ou l'acheter. Première différence de mentalité. Deuxièmement, si la personne nous donne sa liasse fiscale, elle nous fait tout simplement un glisser-déposer sur le site de la liasse fiscale. On la lie en reconnaissance de caractère. Cette liasse fiscale est digérée par notre système et ça rentre dans ce qu'on appelle un data lake, un immense lac de données. Et on va, sur la base des informations qu'on collecte de l'entreprise, en la comparant à toutes les entreprises qui lui ressemblent, dire une première fois si oui ou non, on pense qu'on va pouvoir prêter. Donc là, déjà, on voit le levier qu'on fait sur la technologie versus le monde traditionnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on se sent, ce que j'expliquais à Sébastien Coinon hier soir sur BFM, on se sent finalement beaucoup plus fort, paradoxalement, en cette sortie de crise qu'avant la crise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la différence, c'est que tous les acteurs traditionnels viennent nous voir, beaucoup d'entre eux, pour dire, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser votre boîte à outils nous-mêmes pour améliorer la manière dont on distribue de l'argent, dont on distribue des prêts ? Et ce qu'ont vécu intimement et avec beaucoup de douleur les banques pendant cette période de confinement, c'est qu'elles ont distribué des sommes incroyables d'argent, mais avec malheureusement une difficulté à envoyer cet argent, parce que la technologie qui était nécessaire pour faire des signatures électroniques, quelque chose qui se faisait quasiment pas dans l'univers des PME avant ce confinement, pour rassembler la documentation sur les entreprises, tout ça aurait pu être fait très simplement avec la bonne boîte à outils technologique. Et donc nous, c'est une discussion qu'on est ravis d'avoir avec elles. Et aujourd'hui, on travaille sur plusieurs projets, effectivement, d'utilisation de notre technologie par des acteurs traditionnels pour mieux distribuer des prêts. Moi, par exemple, j'ai envie de mettre 20 euros. Oui. 20 euros, 50 euros pour prêter à, peu importe, à telle boîte. Bon. Ils vont où ces 20 euros ? Ils vont où ces 50 euros, ces 1000 euros ? Ils vont directement à la société ? Et si la société, par exemple, demande 3 millions, est-ce qu'elle peut prendre mixte d'emprunteurs et mixte de chez vous Alors, la manière dont ça se passe... Nous, on repère une entreprise. L'entreprise va prendre Cristalline, là, puisqu'on a une bouteille d'eau cristalline sur la table, qui veut emprunter 2 millions d'euros. Elle vient nous voir. On dit que Cristalline, c'est une bonne société, elle nous plaît, elle a un bon profil de rentabilité, elle va être capable de rembourser ces 2 millions d'euros. On la met sur le site October. Et là, toi, tu peux venir avec ton smartphone, dire « Ok, Cristalline, ils empruntent 2 millions d'euros à tel taux, ça me plaît, je vais prêter 20 euros. » Ok, donc tu vas prêter 20 euros à Cristalline. Crowd. Voilà, Crowd, à un taux de 3%. Ce qui veut dire que sur ton compte October, ensuite tu vas recevoir tous les mois du remboursement du capital et des intérêts de Cristalline. Si on ne trouve pas assez de particuliers comme toi qui veulent mettre 20 euros à la fin pour que ça fasse les 2 millions d'euros, c'est pas grave, puisque de toute façon, nous, on a des investisseurs institutionnels qui complètent automatiquement le tour de table. D'abord, ils en prennent une partie, automatiquement, ils prennent 51% du tour de table. Du prêt. Et si par hasard à la fin ça ne suffit pas les 51%, ils montent au-delà pour compléter le prêt. Donc pour Cristalline, il n'y a aucun danger. Quand elle vient sur October, qu'elle cherche 30 000 euros ou 5 millions d'euros, elle est sûre d'avoir son argent à la fin. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle l'aura. Et toi, en tant que particulier, le corollaire, c'est que quand tu mets 20 euros, on risque pas de te rendre ton argent en disant bon bah désolé, on a trouvé que 4 personnes comme toi qui sont prêtes à mettre 20 euros, ça suffit pas, donc on va pas pouvoir prêter à Cristalline. Donc tu es toujours sûr que ton argent va être mis au travail. Quand on va sur votre site, il y a marqué que les taux vont jusqu'à 9,9%, c'est ça ? Oui, ça va de 2 à 9,9. Voilà, c'est quoi ? C'est en fonction du risque, en fonction de la durée Exactement. Les deux, le risque et la durée. Voilà. C'est les risques et la durée qui font ce qu'on appelle une grille de taux et qui font que certains empruntent à 2, certains empruntent à 9,9. Si on est très risqué avec une forte probabilité de ne pas rembourser et que ça dure 7 ans, ce sera 9,9. Si on est durée courte et très peu risqué, c'est 2%. Les PGE sont à 2% en ce moment, par exemple. En FISCA, c'est classique. En FISCA, c'est classique, prélèvement libératoire. Ouais. Voilà. D'accord. Comme tous les placements financiers.
Et c'est plus difficile de trouver des prêteurs ou des emprunteurs? Vous les appelez comment, emprunteurs? Chicken and eggs problem. Donc problème de poule et d'œuf. Ouais. C'est-à-dire il y a toujours un déséquilibre dans un marché. Et c'est aussi ça qu'on a su résoudre au démarrage. Bah, peut-être poule et l'œuf, même au démarrage. Parce qu'il surtout, et ça a été notre grande idée. On n'a pas fait de stratégie, pas parlé de stratégie d'October au démarrage. Mais au démarrage, il y a eu beaucoup de plateformes qui se sont lancées en France et partout ailleurs en Europe. Et nous, peut-être que grâce à l'expérience en 2-3, on connaissait, on avait pleinement conscience de ce problème de poule et d'œuf. C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer le jour où on met le premier dossier en ligne? Exactement le point que tu as couvert, de dire, est-ce qu'on trouvera suffisamment de particuliers prêts à venir prêter de l'argent? On savait que non. On savait que non, qu'on n'en trouverait pas assez. Le premier, en plus, emprunteur qu'on prend, c'est Alain Ducasse. Donc, un très beau nom, une très belle entreprise. On allait le chercher. C'est nous qui l'avons démarché. Il n'est pas venu spontanément, tu t'en doutes. Mais il fallait être sûr qu'on puisse compléter son prêt. Il a écrit un bouquin avec Akram, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore Akram. Ah, voilà. Et par contre, je connaissais Alain. Ouais. Et là, c'est là où on a eu l'idée de dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne des investisseurs institutionnels également qui puissent compléter si on n'a pas assez de particuliers. Et ça, on a été les seuls à le faire en France pendant très longtemps. Et c'est ça qui nous a permis de dire aux emprunteurs, vous inquiétez pas, quand vous venez chez nous, vous êtes financé quoi qu'il arrive. Et ça a eu quoi comme effet magique? Ça a été de nous attirer des emprunteurs de très bonne qualité. Parce que ceux qui étaient de très bonne qualité, ils ne voulaient pas prendre le risque de repartir Fanny. Vous n'allez jamais dire à Alain Ducasse, écoute, viens emprunter chez moi, puis peut-être que tout le monde va savoir qu'à la fin, tu n'as pas trouvé assez de prêteurs. C'est pas concevable pour lui. Et donc, plus vous avez l'emprunteur de qualité, plus vous êtes prêteur, plus vous êtes prêteur, plus vous avez l'emprunteur de qualité. Donc, on a créé un cercle vertueux qui a été extrêmement bénéfique pour October. Tu es soumis à une notion de fonds propres également, comme une banque ou Non, parce qu'on ne prête pas notre propre argent, on ne prête pas le bilan d'October, c'est de l'argent de tiers. En revanche, ce que l'on fait, et ça c'est très important, c'est qu'on aligne nos intérêts avec les prêteurs. C'est-à-dire que pour qu'on ne soit pas tenté d'ouvrir les vannes du crédit sans se soucier de la qualité, on s'est astreint une règle, les dirigeants d'October, à titre personnel, c'est pas le bilan de l'entreprise, à titre personnel, on prête sur tous les dossiers qui passent par la plateforme. On met du cash sur tous les dossiers. Un pourcentage, qu'on appelle pari passu en bon latin, de manière à aligner nos intérêts avec nos clients. Et tu peux me donner quelques métriques, je sais pas moi, les prix accordés. Oui, il y en a quelques-uns sur le site d'ailleurs, je crois. Alors d'abord les métriques, on est une activité ultra transparente, c'est-à-dire que on a, si vous allez sur le site, il y a une page statistique, tout est visible sur la page statistique, à la fois le montant qu'on a prêté, le nombre d'entreprises qui l'ont sollicité, le nombre de prêteurs, le nombre de sociétés qui n'ont pas remboursé, parce que bien sûr, toutes ne peuvent pas rembourser, il y a des défauts. Tout est très présent. Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on a prêté quasiment 430, 440 millions d'euros à des sociétés qui font de 250 000 euros de chiffre d'affaires à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. La moyenne, c'est une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Toujours des sociétés rentables. On ne fait pas de start-up, on ne fait pas de sociétés en retournement. Je le dis pour les auditeurs qui seraient tentés d'essayer October. C'est important de savoir ça. Et on l'a fait dans... Start-up, tu veux dire non rentable? Start-up, remarque. C'est pléonasme, comme on dit. C'est pas gentil, hein? Oh, je me l'applique à moi-même. Ouais. Non, c'est que ouais. Non, mais c'est pas. Pour moi, faire des pertes n'est pas infamant. Faire des pertes, du moment qu'il y a une direction, vous lancez pas une entreprise innovante en étant rentable dès le premier jour. Ça n'existe pas. Il y a bien un moment où il faut vous mettre en déséquilibre. J'étais la semaine dernière, j'ai enregistré avec Céline Lazorte. Oui, bien sûr, que je connais bien. Voilà, et on parlait justement de l'écosystème start-up, tout le monde se fréquente, etc. Finalement, alors bien sûr, tu dois avoir un tissu de relation qui est très important avec le métier que tu fais. Tu fréquentes cet écosystème ? Alors oui, je fréquente cet écosystème. Céline en l'occurrence, Alexandre, puisque tu le mentionnais tout à l'heure, de Conto. Oui, on se fréquente, notamment parce que on Fintech. Je suis vice-président et trésorier d'une association qui s'appelle France Fintech, qui vise à défendre les fintech françaises. Et à la fois Céline et Alexandre ont été membres aussi du conseil d'administration de cette association. Donc forcément, on se fréquente professionnellement dans ce cadre-là. Et c'est important parce qu'on a un jeune écosystème, donc c'est important de se parler entre entrepreneurs et d'échanger sur nos problématiques.
Oui, je t'ai coupé. Enfin, c'était juste une. Non, il n'y a pas de problème. Une aparté. Donc, c'est le principe de l'interview, en fait. Exact, de la conversation, exactement. Donc, tu me parlais de Matrix, 440 millions. Voilà, prêté dans 5 pays. Aujourd'hui, France, Espagne, Italie, c'est dans cet ordre-là, Pays-Bas et tout récemment l'Allemagne. Et combien de clients à peu près ? On a prêté à un petit millier d'entreprises. Et de l'autre côté prêteurs particuliers, il y a plus de 20 000 prêteurs actifs qui prêtent régulièrement. Et après, on va dire une 50aine d'investisseurs institutionnels à peu près. Donc, je ne sais pas si tu m'as répondu. C'est plus compliqué de trouver des prêteurs ou des... Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Juste avant la crise du Covid, le plus dur était clairement de trouver des emprunteurs. Parce qu'on était dans un monde de taux extrêmement bas et avec un appétit débridé de la part de tous ceux qui avaient de l'argent, à commencer par les banques. Là, on est dans un monde post-Covid où les taux sont toujours bas. Mais en revanche, il y a un appétit plus différencié pour le risque. Aujourd'hui, bonne chance si vous êtes en restaurant ou en hôtel pour aller emprunter de l'argent. Il y a quand même un scepticisme assez fort sur certains secteurs d'activité. Et toujours. Hein. Enfin, moi, j'ai eu 8 ans ou 9 ans un restaurant en investissement. J'ai pas particulièrement eu de problème pour emprunter. Mais quand je l'ai revendu, c'était compliqué. C'est compliqué de trouver. Enfin, la restauration, c'est un peu rouge vif quand même. Alors surtout la restauration quand elle est faite par des gens qui sont non restaurateurs. Ça c'est très compliqué. Ça met tout de suite un drapeau rouge. Je crois que vous êtes bien implanté dans la restauration, il me semble. Oui, on a fait beaucoup de choses. Alors c'est lié peut-être aussi au fait que notre premier emprunteur a été Alain Ducasse. Donc forcément, ça nous a amené un flux naturel de restaurants. Alors je suis allé sur le site. C'est super bien fait. Il y a un formulaire. Donc c'est vrai qu'effectivement, alors tu disais... Là tu parles du formulaire pour emprunter de l'argent. Alors moi c'est c'est pas celui qui m'intéresse, mais non, mais je trouve vraiment bien fait. C'est plus qu'un formulaire effectivement, mais... Alors c'est plus qu'un formulaire, oui. Donc j'imagine, parce que je suis pas allé au bout, j'imagine tu dois avoir 3 décisions. Donc tu remplis en fait, tu glisses. Tu fais un drag and drop de ton passeport, ta déclaration d'impôt, on commence pas par ça. On commence déjà par demander ton nom. On regarde si on connaît ta société, si on arrive à trouver par nous-mêmes des informations dessus. Si on n'y arrive pas, on te demande de nous aider, c'est-à-dire si tu n'as jamais déposé tes comptes au greffe, par exemple, on va te demander de nous donner tes liasses fiscales. Si tu les as déjà déposés, on va pas te les demander. Si tu n'as déposé ni l'un ni l'autre, on va te demander aussi de connecter tes comptes bancaires. Tu vas simplement nous indiquer, soit nous envoyer les relevés de compte au format PDF, soit nous connecter les comptes en banque. Et à partir de là, on va commencer une analyse crédit. Et sur cette base de cette analyse crédit, on va pouvoir ensuite avoir un entretien téléphonique. Obligatoire, sauf quand on est dans la décision automatique que je mentionnais tout à l'heure. Un entretien qui va viser à éclairer les zones qu'on n'a pas pu couvrir en rassemblant la documentation financière. Et à l'issue de ça, il y a un comité de crédit qui se prononce sur la décision de ne faire ou pas faire le dossier. Et ce qui fait qu'ensuite, une fois qu'il a donné son go, il y a une proposition financière qui t'est remise, de dire voilà, ok, on est prêt pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, de prêter 2 millions d'euros à tel taux, sur telle durée. Et si ça te convient, on t'envoie un contrat de prêt sur ton smartphone. Tu le signes de manière électronique, un double authentification avec ton numéro de portable. Et tu repars avec ton argent potentiellement 24 heures après. Ça n'a pas changé, vous n'avez pas pivoté, c'était la notion du début. Non, c'était la notion du début où on a beaucoup amélioré les choses. C'est que la technologie, on a fait des progrès fantastiques. Ouais. Au niveau de l'algo, justement, ça me semble hyper compliqué. Parce que donc au début, vous créez October, l'index. Il y a tellement de, à mon avis, après tu vas me le décrire, il y a tellement de bases de données, de connexions, de track record de l'entreprise pour pas se planter, parce qu'à un moment, d'un côté comme de l'autre, c'est dommage de dire non à une boîte si d'un côté, et l'autre côté, c'est encore plus dommage de dire oui à une boîte si derrière elle rembourse pas. Comment vous faites évoluer comment ça part au début j'imagine qu'il évolue tout le temps. Alors déjà, au début, on est totalement conscient d'une chose. On est totalement conscient de ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel va être ce qu'on appelle le biais de sélection adverse. Le biais de sélection adverse, c'est-à-dire on ne sait pas quelle est la qualité des entreprises qui viennent nous voir. Intuitivement, on peut se dire elles vont être de moins bonne qualité que celles qui vont voir leur banque. Sinon, elles vont voir leur banque. Et donc, c'est très compliqué de les juger. Donc, pendant longtemps, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait des décisions manuelles sans s'appuyer sur un algo. Et en revanche, on stocke la donnée. On stocke. Et on crée ce qu'on appelle, j'aurais eu le terme que j'ai employé tout à l'heure, le fameux data lake, le lac de données, pour qu'ensuite, on se dise, plus tard,
on fera bosser des data scientists, des gens qui vont vraiment rentrer dans le détail de ces chiffres pour trouver des corrélations entre les chiffres, pour trouver des choses pertinentes, pour trouver des corrélations peut-être entre l'heure à laquelle la personne nous fait la demande, entre le temps qu'elle prend pour répondre aux questions, entre la corrélation sur peut-être le chiffre d'affaires et le niveau d'endettement, sur la capacité à rembourser, etc. Et ce qui a été intéressant, c'est que dès le démarrage, on a stocké l'information de manière à pouvoir l'exploiter. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans une banque traditionnelle ne stocke pas l'information financière de manière à ce qu'elle soit exploitable, paradoxalement. C'est-à-dire que quand tu leur donnes ta liasse fiscale, ils stockent peut-être le PDF sur un serveur, mais ils ne stockent pas chaque donnée individuelle du PDF de manière à pouvoir l'exploiter dans le cadre de calcul. Tu as tout à fait raison, parce que moi, je connais quelqu'un qui bosse à la banque, il travaille vraiment avec Excel. Oui. Il bosse avec Excel. Il n'y a pas de stockage, quoi. C'est vrai. Et donc, il faut faire cela. Et je confirme que c'est vrai. On discute bien sûr avec des dizaines de banques partout en Europe. Aucune ne le fait. Et ensuite, maintenant, on a monté une équipe de data scientists qui est basée à Amsterdam, en l'occurrence. Et on a commencé à vraiment travailler et à comparer notre méthode humaine et la méthode de l'algo. Et on a fait ce qu'on appelle du backtesting, c'est-à-dire on a retesté ça sur les 130 000 entreprises qui sont venues nous faire des demandes de prêt. Et là, on a vu que souvent, l'algo la plupart des cas, avait raison, faisait une meilleure analyse que l'humain. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le fameux Instant Project en disant qu'effectivement, sur des prêts à moins de 250 000 euros, a fortiori avec une garantie à 90%, on ne pouvait pas se tromper en s'appuyant sur l'algorithme. Et c'est là où ça devient vraiment fantastique, parce que là, on gagne, on compare tout de suite l'effet de levier qu'on a. Vous avez beaucoup de demandes par jour ? On a beaucoup de demandes par jour, mais surtout, elles sont instruites, ce qui bluffe les clients. D'ailleurs, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Je reçois un SMS d'un client qui me dit « Mais c'est totalement incroyable l'histoire, j'y croyais pas. Comment vous faites pour être aussi rapide ? Comment vous faites pour me... » Mais des choses toutes bêtes. Comment vous faites pour pas me demander mon cabis ? En fait, c'est pas qu'on le demande pas, le cabis. C'est pas qu'on n'en a pas besoin, c'est important dans le cabis. Mais pourquoi demander à un client un cabis alors qu'il ne l'a jamais sur lui, qui est toujours périmé, alors qu'on peut le commander soi-même directement sur Infogreffe ? Pourquoi demander à un client ses statuts alors qu'on peut aussi les commander ? Il faut demander au client que les pièces dont on n'a pas besoin, pas celles dont on n'a pas besoin, lapsus révélateur, les pièces dont on a besoin mais dont on n'est pas capable de se fournir nous-mêmes. Par exemple, ta pièce d'identité, oui, ça, j'arrive pas à la trouver par moi-même. Elle n'est pas disponible sur le web. Alors, c'est mauvais signe. Mais voilà, ces documents-là, il faut les demander. Mais tu parlais d'algo, donc tu as une sorte de machine learning à un moment. Bien sûr, c'est complètement ça. Quand tu vas, on reprend Alain Ducasse, les restaurants, j'ai un chiffre d'affaires moyen, un taux de marge peut-être, tu vas te dire, voilà, dans la profession à Paris, tel restaurant, il doit évoluer à peu près dans cette zone-là. Il est en dessous, c'est un critère qui peut être éliminant ou pas. Quand un restaurant du 9e arrondissement vient faire une demande de prêt sur October, je le compare à tous les restaurants du 9e, à tous les restaurants de France, et j'arrive tout de suite à faire mes calculs pour avoir une idée précise de si c'est un bon ou un mauvais restaurant. Au-delà de... Alors, là, c'est encore plus déstabilisant, il faut que je vous dise que je suis pris en photo pendant que je parle. Et j'arrête de faire bouger la bouche. Ouais. Avec, tu sais, avec le live photo de l'iPhone, tu arrives à changer la photo. Ouais. On fera un selfie ensemble. On fera un selfie avec plaisir. Voilà. Donc. Ouais, donc tu as ça. Ouais. Bien sûr. Et ça, c'est une technologie qui est fantastique. Et l'entretien, il sert à quoi ? L'entretien, il sert à capter des points que je n'ai pas pu voir dans les chiffres. Prendre un exemple. Tu es restaurateur, ça va être le thématique du jour, décidément. Je te trouve pas excessivement rentable comme restaurant. Je pense qu'il y a un problème. Mais là, tu m'expliques au passage que oui, t'es pas très rentable parce que tu as un de tes associés qui quitte l'entreprise. D'ailleurs, il travaillait pas, mais néanmoins, il prenait un salaire. Et donc, il servait à rien et il te faisait des coûts. Et donc là, tout d'un coup, je peux retraiter ta rentabilité. Je m'aperçois que tu as une rentabilité en fait normative qui est bien supérieure à celle que je voyais dans tes liasses fiscales. Donc là, je me dis, oui, effectivement, dans ce cadre-là, ça vaut le coup de lui prêter de l'argent. Mais il faut aussi que je m'assure que tu me racontes pas des cracks. Il faut que je m'assure que cet associé, en fait, c'est pas lui qui connaissait la terre entière et qui faisait que les gens venaient manger dans ton restaurant. Voilà. C'est à ça que sert l'entretien. Mais est-ce que tu peux dire que l'algo va être plus prudent que le banquier avec son Excel ? C'est pas plus prudent, il va être plus rationnel. Ce que je veux dire, c'est que tu connais cette phrase, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc est-ce que je peux avoir, si il y a un doute, c'est non. Alors, déjà, il y a
Il y a plusieurs choses. Il y a la décision de crédit, et ensuite il y a la fraude. Et il y a la traque de la fraude. On va en parler aussi. On va en revenir. Ouais. Nous, une grosse partie aussi de notre travail. Et le hack. Ce que j'appelle le hack. Le hack. Non, ce que j'appelle le hack, c'est-à-dire à un moment donner des chiffres, pas des faux chiffres, mais un algo qui n'a pas pris en compte ça. Oui. Alors, nous, j'en parlerai pas trop là, parce que je ne veux surtout pas dévoiler ce qu'on fait sur la traque de la fraude, mais c'est fantastique ce qu'on fait sur la fraude. Et grâce à la technologie, on fait des choses incroyables. Je vous prends un exemple qui date de vendredi dernier. Une société en Espagne qui a levé 65 millions d'euros de dettes auprès d'un fonds de dette privé spécialisé anglo-saxon. Ce fonds a fait des diligences classiques d'après-investissement, en faisant venir des auditeurs qui ont payé une fortune, qui sont restés des mois entiers dans l'entreprise, etc. Ils ont prêté 65 millions d'euros et ensuite cette entreprise est venue vers nous pour emprunter 3-4 millions. Le dossier paraissait beau sous tous aspects. Donc on était prêt à lui prêter de l'argent. Mais on a fait tourner notre algorithme antifraude. Alors, je ne vous dirai pas comment on a trouvé l'astuce, mais on a réussi à confondre de manière certaine l'entreprise sur le fait que c'était une fraude. Et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. C'est-à-dire qu'on en attrape comme ça plein. Parce que la fraude est une gangrène absolue, entre guillemets. Et c'est là où la technologie aussi peut être un super outil pour éviter les moutons noirs. Et ça, c'est fantastique. Mais pour vous donner une idée, dans la courte histoire d'October, on a déjà fait mettre peut-être une dizaine de personnes en prison quand même. Ah oui. Donc, et on est sur le premier dossier. En plus, on est très transparent par rapport à ça, pour le coup, quand ça arrive. Le premier dossier, c'est un dossier sur lequel on a perdu 500 000 euros. On s'est fait voler 500 000 euros. Depuis, il y a 3 personnes qui sont en prison sur ce dossier. On a récupéré nos 500 000 euros. Mais là, on avait failli, parce que notre contrôle antifraude n'a pas fonctionné. En revanche, on a appris tellement de choses sur les méthodes que ça nous a permis ensuite d'éviter des dizaines de fraudes qui sont arrivées après. Et puis ça nous a surtout montré que quand on se battait bien avec une justice qui fonctionne, on pouvait récupérer l'argent malgré tout. Parce qu'on a réussi à récupérer l'argent. Donc finalement, les leçons ne nous ont pas coûté trop cher. Et vous avez des levels, c'est-à-dire 5 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros. Je veux dire, par exemple, je sais pas moi, 5 millions, ça va sur ton bureau ? Alors, il y a pas de level de ce type-là. C'est toujours les décisions sont prises. C'est le même nombre de personnes dans le comité de crédit qui décident. En revanche, a fortiori, on s'assure sur un dossier à 5 millions d'euros, il y a des contrôles supplémentaires qui peuvent être faits. Mais il n'y a pas de décision, ça n'arrive pas sur mon bureau. D'ailleurs, pour information, je ne prends aucune décision de crédit chez October, ce n'est pas mon métier. Il y a une équipe dans ce métier, je ne suis pas dans le comité de crédit, donc je ne décide sur aucun dossier chez October en l'occurrence. Voilà. Tu n'as jamais quelqu'un au téléphone pour ne pas perdre la main, par exemple Non, moi je ne considère pas que mon métier est d'octroyer du crédit. Mon métier, c'est de développer October. C'est de réfléchir aux produits, c'est de parler avec les clients, c'est de parler avec les équipes, mais mon métier n'est pas de juger qui est apte à emprunter ou pas. Et pour cette histoire, donc tu me dis, je vais pas demander une liasse ou un cabis ou des statuts si je peux la trouver ou l'acheter. Si tu me demandes ma liasse et que je l'ai pipotée et que t'as pas de moyen de comparaison parce qu'elle n'est pas déposée au greffe, comment vous faites J'ai plein de moyens pour détecter une liasse. Tu veux peut-être pas le dire. Non, je peux pas le dire, mais j'ai plein de moyens. J'en détecte à l'appel chaque jour. Je veux pas le dire parce que là je. Non, mais quelque part il y a un fichier qui existe, tu compares, c'est ça quoi. Donc. Je peux pas dire. D'accord. Je peux pas dire. Il y a plein de techniques, je peux pas les dire. Oui, alors ce que j'appelle le hack. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on pourrait l'avoir, par exemple, on parlait de SIA tout à l'heure, on arrive à hacker le système par un if qui n'est pas prévu dans l'algo. Oui. Ça, j'imagine qu'au fur et à mesure il évolue tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Et alors, s'il y a bien une chose dans la culture de l'entreprise qu'on ne veut pas, c'est penser qu'à un moment donné, on est parfait. On est en train d'apprendre en permanence. Il n'y a rien que l'on fasse aujourd'hui que je ne trouve parfait. Et c'est d'ailleurs ce que je pense que le meilleur moyen de rester jeune, puisque c'est la question, ça reboucle tout à l'heure, tu disais, il y a 40 ans, est-ce qu'on n'est pas un vieux ? Ils viennent me tutoyer. Et voilà, comme quoi je progresse. Voilà. Non, parce que moi, ce que j'adore, c'est cette culture du changement, cette culture de l'innovation. C'est ça qui m'excite. Il n'y a rien qui m'embêterait plus que dire que ça y est, on a une recette et il ne faut plus en déroger pour les 10 prochaines années. C'est affreux. Juste cette perspective, même si elle était vraie, m'effraierait.
Quand tu es sur le site, quelque chose qui m'a interpellé également, pas de nantissement, pas de caution. Oui, ça dépend des pays, mais en France, oui, c'est principalement comme ça. Alors évidemment, ça simplifie le truc, parce que surtout la caution, il fallait la remplir. Voilà. C'est pour simplifier, pourquoi ? C'est pour simplifier, c'est aussi parce que parfois c'est inefficace. C'est-à-dire que quand tu prends un nantissement, puisque tu as été restaurateur ou tu es encore restaurateur, quand tu as un nantissement de 3e rang sur un fonds de commerce, ça te permet peut-être de mieux dormir. Tu dis, tiens, j'ai une protection, la protection vaut rien. Donc là aussi, c'est toujours un souci de questionner l'efficacité de ce qui est demandé. Par exemple, demander à quelqu'un un cabis original papier, à quoi ça sert ? Ça se trafique très bien. Autant aller le commander soi-même sur Infogreffe, il sera tout aussi vrai que celui qu'on t'enverra au format papier. Et voilà, Donc c'est remettre du pragmatisme et du bon sens dans ce que tu demandes. Avec Alexandre de Conto et vous, ça va révolutionner la banque. Pourquoi on va continuer à aller emprunter à une banque qui va... Donc on vient de le dire depuis une heure, j'ai ma réponse dans un mois, j'ai 12 cautions demandées, voilà. Alors, on va rendre à César ce qu'est à César. La banque a quand même un gros point fort, c'est qu'elle prête de l'argent vraiment pas cher. Ouais. Aujourd'hui, la banque se refinance à taux négatif. Donc les banques sont quand même aujourd'hui le meilleur moyen de financer pas cher. C'est pour ça qu'elles ont une telle part de marché. C'est quoi, 2,5 à peu près ? La banque ? Non, vous ? Ah oui, nous on est même plus élevé que ça en moyenne. La banque aujourd'hui prête vraiment pas cher, donc elle a cet avantage coût qui est majeur. Elle a des inconvénients à côté, mais elle a cet avantage coût. Aujourd'hui, nous on n'est pas en opposition frontale avec la banque. On pense au contraire que la banque peut... y a des choses à faire en partenariat avec les banques. Elles peuvent... on est prêt à leur licencier, leur vendre une technologie pour une partie pour qu'elles améliorent le système. On pense qu'on peut rediriger des clients vers des banques aussi, parce qu'on s'aperçoit que nous, il y a un client sur deux à qui on dit oui, qui finalement c'est le client qui nous dit non. Et pourquoi il nous dit non ? Parce que finalement, il est de tellement bonne qualité qu'il pourrait trouver un financement moins cher. Donc ces clients-là, on se dit pourquoi pas les orienter directement vers la banque quand on s'aperçoit que en fait, il est mal aiguillé. Ça sert à rien d'essayer de vendre un produit qui ne correspond pas aux besoins de l'entreprise si on peut lui trouver un financement bancaire moins cher. Donc, on n'est pas dans une opposition manichéenne, binaire, banque versus October. C'est pas du tout ça. Je pense qu'il peut y avoir des collaborations très intelligentes entre les deux mondes. Non, mais il y a surtout aussi je sais pas comment on appelait ça, une sorte de syndrome de Stockholm avec la banque. On est marié avec la banque. Ça, c'est marrant parce que c'est une expression que j'utilisais énormément au début d'October et qui est très vraie. Mais j'avais beaucoup de clients emprunteurs qui venaient me voir en disant mais si j'emprunte chez October, je risque d'avoir des représailles de mon banquier. Donc c'est ce que j'appelais le syndrome de Stockholm, typiquement, de peur de la représaille. Et en fait, je leur expliquais très simplement que... Et tu as l'impression de faire quelque chose de mal, quoi. Oui, c'est ça. Mais un peu de jalousie fait jamais de mal dans une relation. Ça pousse à resserrer les rangs. Quand tu décides de monter October, je parle de l'algo. Alors, tu vas me dire, il n'est pas parfait encore. Non, mais Tu pensais que ça serait aussi facile ou aussi difficile ? De toute façon, c'est toujours difficile d'innover dans le secteur de la finance, ça je le savais. C'est difficile parce que, en fait, quand on touche à notre argent, notre patrimoine, on est toujours conservateur. Quand je dis on, c'est le consommateur est assez conservateur avec son argent. C'est quelque chose de très sérieux. Tu vas facilement t'acheter le dernier gadget à la mode, c'est non engageant. Ça te plaît pas, ça termine dans un tiroir. Qui n'a pas 25 000 montres connectées dans ces tiroirs qui ne servaient à rien, des balances, c'est pas gênant. Tu vas pas acheter des produits d'épargne, tu vas pas mettre la trésorerie de ton entreprise n'importe où juste pour t'amuser. C'est quelque chose de sérieux. T'as pas envie de laisser des plumes à droite à gauche. Enfin, en tout cas, cette frange de la population qui est prête à jouer très fort avec son épargne est assez faible. Donc on sait que ça prend du temps. En même temps, je pense qu'on n'est pas du tout arrivé là où on veut être. Aujourd'hui, moi j'imagine un restaurateur qui est en train de se promener dans un showroom de cuisine et de manière instantanée, il va demander un devis pour sa cuisine, il reçoit son devis et d'un clic, il nous balance son devis et regarde si on le sait le financer. Et il doit pouvoir être dans le magasin et recevoir le retour d'October qui dit « Ouais, je peux te faire ça comme financement sur cette cuisine. »
C'est le gars qui visite un fonds de commerce pour ouvrir un nouveau restaurant et qui dit tiens, est-ce que je pourrais emprunter 2 millions d'euros là pour acheter ce fonds de commerce et faire mes travaux? Tiens, je vais tester, je vais aller sur October, je vais mettre le nom de l'entreprise, 2 millions d'euros. Ah, ils me disent que ça passe. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est la simulation. Oui. Ouais, c'est ça. On n'a oui, pas mais la simulation, c'est juste quelle mensualité pour si j'emprunte à tel taux, mais on ne sait pas si j'en vous prêter. Ouais. Commencez aujourd'hui à faire oui, bonjour, je peux prendre rendez-vous pour quand? Ah, pas la semaine prochaine, c'est RTT. Alors c'est le confinement, pardon, je repasserai. Donc tu disais tu finances pas de start-up. Pourquoi? Parce que c'est non prévisible. Ouais. C'est non prévisible. Il y a quelque chose qui peut te faire fuir chez un chef d'entreprise si tu l'as en face de toi, parce que tu l'as pas beaucoup. On les a pas en face de nous. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait? Il y a un privilège énorme. Aucun des chefs d'entreprise auxquels on a prêté n'est rentré dans ce bureau. Ouais. C'est vrai. Non, mais j'ai pas emprunté chez October. Hein. Non, mais je dis ça sous forme de boutade, bien entendu. On ne rencontre pas. Une start-up, le succès d'une start-up est très difficile à prévoir. Très difficile à prévoir, et c'est a fortiori pas sur des chiffres qu'on se base pour prédire le succès d'une start-up. On va se baser sur un management, sur des capacités d'innovation, sur des convictions très fortes sur le marché, sur la direction du marché. On va pas du tout se baser sur le compte du résultat, les liasses fiscales et la relevée de compte. C'est quelque chose qui est souvent même pas existant au moment où on prend les... Quand Partech parie sur October au démarrage, on n'a jamais clôturé un exercice comptable, on n'a pas encore ouvert notre compte en banque, donc on n'a rien à montrer. Donc ils ne décident pas du tout sur ces bases-là, qui sont les bases sur lesquelles on décide chez October. Ça signifie que tu pourrais prêter de l'argent à quelqu'un qui ne gagne pas d'argent? Non. Il faut obligatoirement qu'il gagne de l'argent. Obligatoirement. Ouais. D'accord. Exactement. Quelqu'un qui ne gagne pas d'argent, le problème c'est comment il me rembourse. D'accord. Donc il faut qu'il y ait une capacité de remboursement. C'est pas comme du capital, encore une fois, quand un fonds de capital investissement met du capital, quand Partech met de l'argent chez October, ils n'attendent pas à ce qu'on leur rembourse cet apport tous les mois, dès le mois suivant. Ils espèrent une plus-value à terme dans 7, 8, 9, 10 ans sur la société. C'est ça le modèle. Alors, on a parlé des entreprises. Je voudrais qu'on parle juste des prêteurs. Donc, c'est à partir de 20 euros. Tu as répondu tout à l'heure, taux de rémunération qui varie en fonction de la durée et du risque. Quand vous allez sur le site d'October, vous avez le numéro de téléphone, contact, il y a ton email dedans. Comment vous gérez le particulier qui a mis 1 000 euros, 2 000 euros, qui n'a pas compris qu'il pouvait les paumer et qui les paume? Alors déjà, on est très très peu agressif dans la conquête de prêteurs. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de bouche à oreille, on ne fait pas de publicité, quasiment pas. Parce qu'on veut vraiment avoir des clients qui viennent pour les bonnes raisons et pas des clients qui sont alléchés par un rendement et qui ne comprennent pas les risques qu'ils prennent. Donc ça, on fait très attention à ça. Deuxièmement, on a énormément de tutos pour former les clients, pour leur faire comprendre les étapes. On leur pose des questions très spécifiques, on leur souligne bien les risques qu'ils prennent, on leur demande grosso modo à quoi ressemble la structure de leur patrimoine pour savoir si c'est un placement qui est fait ou pas fait pour eux. Et ça évite beaucoup de déconvenus. On gère ça avec beaucoup aussi de scalability, puisqu'on fait du support en 6 langues, 5 pays plus l'anglais. Avec une équipe de 4 personnes, 5 personnes, et avec un temps de réponse moyen qui se compte en minutes, nuit, jour et week-end compris. Donc c'est extrêmement efficace. Et là aussi, si on arrive à faire ça, c'est parce qu'on utilise à fond la technologie pour répondre aux questions qui sont souvent les mêmes. Donc il y a beaucoup de réponses qui peuvent être préenregistrées pour répondre du tac au tac aux clients. En chatbot ? En chatbot, exactement, entre autres. D'accord. Alors, je veux bien qu'il soit prévenu, mais quand il perd, quoi. Oui, quand ils perdent, ils perdent. Beaucoup, il y a parfois qui se plaignent, pas beaucoup, heureusement, mais les clients savent tout à fait que quand ils perdent, ça peut arriver. Si je décide de prêter 1 000 euros, donc j'imagine que j'ai une liste d'entreprises avec les taux de rendement, enfin les taux de... Tu choisis les entreprises qui te plaisent. Voilà. Et tu as quoi? Tu as vert, rouge en fonction du, je sais pas moi. Alors on a des notes A, B, C, ça va de A+, à C. Tu as sur ton app l'ensemble des données financières sur l'entreprise, ce qu'on en pense, les points forts, les points faibles, et tu décides de prêter ou ne pas prêter. D'accord. Il faut aller au bout. C'est-à-dire que tu peux pas, tu prêtes, par exemple, si elle a fait un prêt sur 7 ans, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Tu ne peux pas revendre ton prêt en durée de vie, c'est interdit par la loi. D'accord. Et évidemment, je pense que ce qui est interdit par la loi également, c'est pas encore ouvert le prêt au particulier. Alors, le prêt à la consommation n'est pas ouvert. Il faut être une banque pour faire du prêt à la consommation, exactement. Alors, je suis tombé sur un classement. T'as vu, j'ai quand même bossé. Je sais pas si tu le vois. Je suis impressionné par le nombre de pages noircies.
Et surtout que je monte pour trois épisodes, ça me fait quand même quelques jours. J'ai aussi quelqu'un qui est juste au bout de la rue, qui est June. Ah oui, effectivement. Je connais deux noms, je connais pas personnellement non plus, mais elle est impressionnante. Parce que, Carole c'est les couches, hein, c'est ça? C'est les couches, mais surtout, elle est chef d'entreprise, écrivain, elle a été mannequin, docteur en lettres. Elle cumule, ça fait beaucoup de qualité. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, tu es pas mannequin, mais non, on va continuer. Même si on est en podcast, ça se voit assez facilement. Voilà, j'ai pris la photo. Alors, je suis tombé sur un classement. Donc, j'ai vu à peu près qu'il y avait une vingtaine de concurrents, il me semble. Aujourd'hui, oui, à peu près. Et en France, uniquement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes numéro 1 ? Ce qui fait qu'on est numéro 1, c'est qu'on a résolu le problème de poulet d'œufs. Très vite, qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir eu la capacité d'aller chercher des prêteurs à la fois particuliers et institutionnels. Et donc de ne pas être limité dans la taille des prêts qu'on fait. Si tu regardes les prêts moyens sur les autres plateformes, il est plutôt aux alentours de 50 000 €, donc ils doivent se concentrer que sur les petits dossiers, alors que nous, on peut se permettre de faire à la fois les petits dossiers et les gros dossiers. Et notre prêt moyen est à 500 000 €. Donc on a un champ d'action qui est beaucoup plus large que nos confrères, et donc mécaniquement, ça nous permet de faire plus de volume. Les durées moyennes, c'est quoi à peu près ? C'est les mêmes, ça change pas tellement. 3, 5, 7 Ouais, durée moyenne, c'est 4 ans, mais c'est à peu près les mêmes sur toutes les plateformes. On va juste terminer par l'international, juste avant de passer aux questions perso. Tu citais, donc maintenant vous êtes dans 5 pays, c'est bien ça ? Exact. Il y a des différences alors évidemment sûrement de législation, parce que l'AMF, c'est l'AMF, mais est-ce qu'il y a des différences de mentalité ? Ouais, énorme. Il y a des différences de tout, en fait. Il y a des différences de législation. Aujourd'hui, on est régulé, je parlais de l'AMF tout à l'heure, mais on est régulé par l'AMF et la CPR en France, la CNMV, qui est l'équivalent de l'AMF en Espagne, par la Consob en Italie, par la FM, qui est l'équivalent de l'AMF aux Pays-Bas. Bref, on est une société multirégulée. Donc ça, bien sûr qu'il y a des différences réglementaires. Des différences de mentalité, c'est évident. Mais on se considère vraiment pas comme une société française, on se considère vraiment comme une société européenne. Ça, c'est un point qui est très important dans notre ADN. C'est-à-dire que là, tu es à Paris, mais tu n'es pas au siège d'October où il y a quelque part tous les cerveaux, et il y aura des gens qui exécutent dans les pays. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure au détour d'une question, l'équipe de Data Science, ceux qui sont vraiment en train de bosser, sont aux Pays-Bas, effectivement. Le patron des process, celui qui décide comment on doit travailler, quelles sont les méthodes à appliquer, les chemins à suivre, c'est un Italo-américain qui est basé à Milan. Le patron du portfolio monitoring, c'est-à-dire celui qui surveille la santé de notre portefeuille de prêts, il est aussi à Milan, etc. Et ça, c'est très important parce que quand tu veux recruter des gens de talent dans les différents pays, il faut qu'ils se sentent, j'ai que le terme en anglais qui me vient, je dis empowered, c'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment impliqués et en ayant une action sur la destinée de l'entreprise. Ce qui ne se passe pas si tu concentres à Paris tous les gens qui décident et que tu as que des commerciaux, entre guillemets, dans les pays. Mais quand vous avez monté l'équipe de Data Scientist en Hollande, vous aviez déjà le bureau en Hollande. Pourquoi déjà ? Ouais. Alors, on avait déjà le bureau en Hollande, on l'ouvrait. Pourquoi en Hollande ? Parce on a trouvé des talents là-bas qu'on n'a pas trouvé en France. Ils étaient en avance, on trouvait, par rapport à la France sur le segment. Notamment, on allait rechercher quelqu'un qui était chez Adyen, qui est un des grands leaders du paiement. Une superbe success story dans la fintech européenne, même mondiale. Voilà. Donc, on a pu trouver des gens qui nous apportaient quelque chose en Hollande, comme on n'avait pas trouvé en France sur notre secteur. Le big data peut vous aider ? Tout ça, c'est la même, c'est dans la même veine. Alors, on va passer aux questions perso. Alors, j'écoutais un de tes collaborateurs chez Gabriel Gorovic qui disait la porte d'Olivier, elle est toujours ouverte. C'est vrai. Oui, on te tutoie tous ? Tout le monde te tutoie ? Oh bah oui, quand même. J'ai pas de chance, hein. Non. Mais non, en fait, c'est pas que je veux pas te tutoyer, c'est que je vous vois les auditeurs. J'ai la prétention de penser qu'ils sont plus de 2. Ouais, donc oui, non, je pense être joignable sans problème. Et surtout joignable tout le temps. Tu bosses comme un malade ou tu prends le temps de vivre ? Alors, ça fait peut-être un peu référence aux 40 et 26 de tout à l'heure. Oui, non, je pense que j'ai un très mauvais work-life balance si on l'analyse avec la nécessité d'équilibrer la vie familiale et la vie pro. Je travaille beaucoup, effectivement. Surtout, je suis obsédé par ça. Tu travailles le week-end aussi ? Bien sûr.
Bien sûr, dans le sens où je viens pas au bureau physiquement, mais pour moi, c'est une seule et même aventure, de la même manière que je peux faire des choses perso pendant la semaine. C'est-à-dire, je peux avoir un engagement personnel que j'ai pas de problème à honorer pendant la semaine, parce que comme je considère que de toute façon ma vie est dédiée à ce qui me passionne, je fais pas spécialement de différence entre tout ça. Ce qui signifie que tu peux manger et retravailler le soir? Oui, sans problème. D'accord. Je l'ai fait hier soir. Et tu fais quoi? Tu fais quoi chez October? Chez October, Principalement. je fais. La question est simple et simpliste, mais. Ouais, non, elle est simpliste, mais elle est pas facile. C'est pas facile de répondre parce que. Tu fais tout, tu fais. Si je peux te faire ma journée type si tu veux. Ouais. Pas ma journée type, je vais te faire ma journée du jour. Ouais. Ma journée du jour, j'ai commencé par un rendez-vous. Avec une banque qui veut utiliser notre boîte à outils pour améliorer sa technologie. Donc, on a passé pas mal de temps sur le sujet. J'ai enchaîné avec des rendez-vous avec des personnes de l'équipe pour parler de la gestion d'un problème qu'elles avaient technique. Ensuite, j'ai parlé à des investisseurs institutionnels qui veulent prêter sur October et qui me posaient des questions très précises. Quand tu es arrivé, on s'est croisés dans l'ascenseur. J'ai malheureusement une collaboratrice, j'espère qu'elle va mieux, en parlant de ses nouvelles dès qu'on a fini l'interview, qui venait de faire un malaise et qui était allongée, et qui avait visiblement, il fait très chaud pareil aujourd'hui. C'était compliqué pour elle, donc voilà, aller voir ce qui se passait. Là, je suis en train de faire l'interview avec toi. Après le goûter. Et là, je vais prendre mon goûter après. Et on va. J'ai encore 2 rendez-vous à caler. Voilà. Tu parlais de logiciels, justement. Conto s'est appuyé sur Trésor. Oui. Qui a permis qui est on en parlera. Qui est un prestataire de services de paiement. Voilà. Vous êtes parti vraiment from scratch. Alors, non, tu as toujours besoin d'autres briques. Puis il y a des briques qui ne servent à rien de reconstruire. Nous, par exemple, le paiement en sens strict, il faut un prestataire de services de paiement. C'est une obligation légale. Tu n'as pas le droit de cumuler. Oui. Donc, nous, c'est Lemonway, en l'occurrence, qui, quand tu fais un virement sur October, où tu alimentes ton compte October avec ta carte bleue, ça part chez notre prestataire de services de paiement qui s'appelle Lemonway. Et on crée ce qu'on appelle chez eux, pour les fanats de la techno, mais là, je pense qu'on va perdre du monde, ce qu'on appelle un e-wallet, un portefeuille de monnaie électronique sur lequel on stocke l'argent. Tu n'es pas business angel? Assez peu. Manque de temps? Manque de temps. Je pense vraiment que... Alors, c'est pas faute d'être sollicité pour faire ça. D'un autre côté, tu l'es parce que tu l'es dans toutes tes... Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne suis pas. Un, c'était d'abord, je me le suis interdit pendant 20 ans. Chez 1, 2, 3. Chez 1, 2, 3, parce que je trouvais qu'il y avait pendant 16 ans, parce qu'il y avait un conflit d'intérêts. Je voulais pas faire des investissements à titre personnel sur lesquels 1, 2, 3 pourrait être impliqué, puis après on ne sait plus comment on partage les dossiers, etc. Donc je me suis interdit purement et simplement. Maintenant que j'ai quitté opérationnellement 1, 2, 3, je pourrais potentiellement le refaire. Je l'ai fait que sur quelques amis, coup de cœur, etc., mais très peu, parce que ça prend du temps, et légitimement, ceux qui te prennent un peu d'argent attendent aussi un retour d'expérience de ta part, de l'aide, etc. Et je trouve que c'est pas sympa si c'est juste pour amener un petit peu d'argent et pas le temps nécessaire. Et mes journées étant déjà bien remplies, je me vois pas faire plus. Alors, avant de te poser une question j'en ai 2 qui vont être compliquées, mais avec du recul, on va se limiter à October quand même. Avec du recul, ça a été galère ou ça a été facile? Alternance des deux. Il y a des moments de grâce et il y a des moments de galère. Alors tu l'as un peu dit sur 1, 2, 3, parce qu'un 2, 3, qu'après le 4 septembre. Voilà, mais on a eu, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de la fraude que l'on a eue de 500 000 euros, je te dis, on a eu une fraude, on a fait mettre des gens en prison, on a récupéré l'argent, ça c'est le résumé en 10 secondes. Ouais. La réalité, c'est qu'entre les deux, il y a des nuits blanches. Voilà. Est-ce que tu pourrais, alors une question difficile justement, est-ce que tu pourrais me donner 2 ou 3 étapes de ta carrière professionnelle, pas de ta vie, qui t'ont marqué? Je pense que tu dois résumer en 3 moments. Les moments forts, obtenir l'agrément de l'autorité des marchés financiers sur 1, 2, 3, ça a été un moment fort parce que c'était très compliqué. Le lancement de notre premier fonds, 4 septembre 2001, on en a parlé, c'était une sacrée étape. Après, j'ai des moments dans ma vie professionnelle, je vais pas rentrer dans tous les détails aussi, faut que le podcast reste dans un délai raisonnable. Mais malheureusement, j'ai perdu des associés aussi qui sont décédés. J'en ai perdu 2.
et un dont j'étais particulièrement proche. Donc ça aussi, c'est des moments de vie. Sur 1, 2, 3, non? Sur 1, 2, 3, exactement. Ouais, donc ça, c'est des moments particulièrement difficiles. Puis après, sur October, il y a eu plein de moments marquants, à commencer par la création, l'ouverture des premiers pays, ce qu'on fait aujourd'hui en la technologie. Je pense que ça va rester comme une étape très marquante. Alors c'est toujours difficile de savoir si ce qui t'arrive sur le moment présent restera dans ta petite histoire personnelle, mais aujourd'hui l'algo va évoluer. C'est un vrai moment sympa. Ouais. Est-ce que tu as des routines où on a parlé de l'orga, mais est-ce que tu as des choses que tu répètes dans la journée qui te rassurent ou prendre mon petit déjeuner. Alors là, je l'ai pas fait depuis 3 mois, mais prendre ma tartine et mon petit café dans le bar rue de Provence, là à côté, tous les matins. Ouais, ça j'aime bien, c'est ma routine. C'est vrai. J'aime bien prendre mon petit déj là-bas le matin. Et pourquoi tu le fais plus le temps? Je le fais plus parce qu'il y avait le confinement et que les bars étaient fermés. C'est pas faux. C'est surtout pour ça. Mais je vais retourner les voir dans peu de temps. Allez, 2-3 questions encore. Tu as des mentors? Quelqu'un qui t'a impressionné dans ta vie? J'ai plein de gens qui m'ont impressionné. J'en ai plein, mais qui j'adore discuter. Qui sont des gens connus ou pas connus d'ailleurs, qui sont des grands entrepreneurs. Enfin, à mes yeux, je peux en citer. J'ai une personne. Il y a un des fondateurs de la financière d'échiquier, il s'appelle Christian Guenier, par exemple, qui est une très belle réussite entrepreneuriale. C'est quelqu'un de très sage, qui a beaucoup de recul. J'apprécie toujours les discussions avec lui, par exemple. On a la chance de le compter parmi les administrateurs, les membres du conseil de surveillance d'October, par exemple. On a comme actionnaire la famille Decaux et Jean-Charles Decaux, notamment. Je suis admiratif du parcours personnel qu'il a eu et de la famille en général. Je suis admiratif globalement des gens qui s'inscrivent dans le temps long et qui sont vraiment des constructeurs. C'est ça qui me bluffe le plus. Il y a ça qui me plaît et il y a ceux qui ont des ambitions folles. J'aime aussi l'ambition folle. Je le connais pas du tout. Mais toi, un entrepreneur à la Elon Musk qui est barré à plein d'égards. Ça fonctionne quand même. Hein. Ça fonctionne, mais il est barré. Ah oui, il est je suis admiratif de. Mais Jobs était plus ou moins barré aussi. Oui. En fait, ils avaient le point commun, je pense. Tu sais cette notion du why. Les deux ont un why. Mais c'est vrai qu'il est. Enfin, moi, je me suis beaucoup documenté sur eux, leur bio. Elon Musk, finalement, il commence à récolter les fruits, que ce soit sur Tesla, mais SpaceX, n'en parlons pas. C'est vraiment incroyable. Non, mais là, on est sur mais globalement, soit ceux qui sont les constructeurs dans la durée, ou les gens très, très hors normes, j'aime beaucoup. Tu lis? Je lis, oui. Je lis. J'écoute, déjà, je lis beaucoup la presse. Oui, tu me parlais de mes routines. Il y a la routine du matin, je lis ma routine du soir. Je me couche jamais sans avoir lu à 21h30, parce que je suis abonné pour l'avant-première Les Échos en intégralité. Tu te couches tôt le soir, oui, 21h? Non, je me couche. Non, mais les Échos sortent à 21h30. D'accord. Donc je lis tous les soirs Les Échos en intégralité. En intégralité. On s'entend. Je survole tous les titres. Je ne lis pas je lis pas chaque caractère des Échos et le FT. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu lis évidemment pour te détendre? Bon, les Échos, je ne sais pas si on se détend avec les Échos, mais peut-être. Mais est-ce que tu lis parce que c'est une forme de détente pour travailler? Pour être au courant, en fait. Non, je lis parce que les histoires me passionnent. Moi, c'est comme une bonne série, c'est-à-dire que quand tu lis le journal tous les jours, t'as la vie économique qui bouge. Je lis ça comme. Et tu es passionné d'entrepreneuriat. Je suis passionné d'entrepreneuriat. Je lis ça je suis la vie de ceux qui VIE de ceux qui me passionnent. Alors, je suis tombé sur une fondation qui s'appelle Photo for Food. Alors, je crois que, d'un côté, tu es passionné de photos. Exact. Et d'un autre côté, on a été présenté par Akram, donc le chef étoilé. Il faudrait que tu me dises un peu plus sur Photo for Food. Et alors, avec plaisir. Photo for Food, c'est un projet familial. Là, on quitte la sphère qu'on a détaillée pendant un bon moment professionnel avec October et un de troisième pour le passé. C'est un projet familial monté avec ma femme, une fondation qui est abritée par Virginie, exactement, qui est abritée par l'Institut de France. Donc l'Institut de France, c'est l'Académie française des beaux-arts, des sciences, les 5 académies,
et qui a pour mission en fait de mettre l'art au service des autres. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on vend des photographies données par des photographes de manière à payer des repas à ceux qui en ont besoin en France. Un exemple très concret de cela. Il y a un site, fondationphotoforfood.com, je fais un peu de pub. On va dessus, on voit des photos qui nous intéressent, on les achète. Et 100% du prix de vente de ces photos sert à payer des repas. Payer des repas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bas de cet immeuble, au 94 rue de la Victoire, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Donc à partir de 19h30 ce soir, on ferme la rue avec les Restos du Cœur. Et on distribue des repas le lundi, le mercredi et le vendredi. On distribue entre 200 et 300 repas par soir. Donc la fondation a payé un camion au Resto du Cœur, de manière à ce qu'ils puissent faire ce qu'on appelle la maraude, qui récupère tous les invendus dans les restaurants, supermarchés, etc. Ils sont reconditionnés et ils sont distribués le soir. Donc on a payé à la fois une année de repas et le camion pour pouvoir faire ça. Donc c'est des actions, alors on fait ça avec les Restos du Cœur, on travaille avec Coup de Secours Alimentaire, on travaille avec Bagagerie Solidaire qui sont des bagageries pour les SDF. Voilà, donc c'est ce qu'on mène. Et de l'autre côté, il y a le volet photographique qui est ma passion. Et donc plein de photographes, en l'occurrence 21 photographes ont donné des images à la fondation qu'on peut vendre. Et la fondation œuvre aussi pour faire connaître le travail de ces photographes. Ça veut dire qu'on monte des expositions, qu'on fait des dîners de gala. On va faire une grande expo aussi bientôt sur la plage de Deauville, une grande expo qui s'appelle Planche Contact. Voilà, c'est le genre d'action que l'on mène, c'est passionnant. Tu les vends où, les photos, sur le site uniquement? On les vend sur le site, on les vend aussi dans des lieux physiques. Tu pourrais aller chez Yellow Corner, par exemple? Alors, Yellow Corner, on pourrait. Alors, on pourrait. Théoriquement, je pense pas que c'est malheureusement. Il faut d'abord qu'ils vendent leurs photos commerciales avant, même si le fondateur de Yellow Corner est un ami et un entrepreneur aussi que j'admire beaucoup. Oui. Mais c'est plutôt, on les vend lors des expos ou sur le site. C'est plutôt là le canal de vente. Et nous, notre engagement, ma femme a quitté son métier, son job, pour s'occuper à plein temps de la fondation. Et puis, on s'est engagé à titre personnel à financer pendant 10 ans tous les frais fixes de la fondation, de manière à ce que chaque fois qu'on vend une photo, il y ait vraiment 100% du prix de vente de la photo qui servent à payer le repas. C'est un besoin de donner ce que tu as reçu, enfin de redistribuer, ouais. Pardon. En fait, je vis ça un peu comme une. Ça réunit deux passions qu'on avait en famille. La photo, je la collectionne, je la fais. D'ailleurs, toutes mes photos sont données à la fondation aussi. Et puis de l'autre côté, on faisait des dons, comme beaucoup de gens font, à des associations. Et on s'est dit peut-être qu'on pourrait mettre un peu de professionnalisme et de levier dans tout ça, et réunir deux causes qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Et aujourd'hui, faire ça sous l'égide des académies, faire ça avec des gens fantastiques en partenariat avec nous, et là tu vas voir les ponts aussi avec la vie professionnelle. Ce fameux dîner de gala, on va faire au mois de décembre un grand dîner de gala à l'Académie française, à l'Institut de France, avec au fourneau Alain Ducasse et Akram Benallal, qui viennent faire un quatre-mains généreusement, gratuitement. Donc on va vendre des places qui vont me permettre de payer des repas. On va faire des enchères avec des lots totalement incroyables. On a David Douillet, multiple champion de judo, champion olympique, qui va venir, tu pourras enchérir et pour faire un combat de judo contre lui ou une heure de coaching, si tu as envie. Tu as les plus grands photographes de mode, un qui s'appelle Paolo Roversi, un des plus grands photographes de mode au monde italien, qui pourra tirer ton portrait, par exemple. Voilà, donc on va avoir des choses très sympas. Donc, c'est un projet philanthropique très intéressant parce qu'en plus il a une dynamique j'allais dire entrepreneuriale, même si ça peut être un vilain mot quelque part, donc on parle de philanthropie, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on veut essayer d'apporter à la philanthropie un peu les méthodes du business, de manière tout simplement à avoir un plus grand impact sur l'argent qu'on pourrait tout simplement donner. Je pense que plutôt que donner 100 comme ça, indirect à des associations, le faire à travers une fondation structurée en mettant du levier, on peut en avoir un impact beaucoup plus grand et potentiellement résoudre beaucoup plus de problèmes. Et les problèmes ne manquent pas, malheureusement. Le gala, alors il était prévu en juin, il est décalé en décembre. Il était prévu malheureusement en juin et Covid oblige, on l'a reporté. Et c'est le 2 décembre à Paris, au sein du Palais de l'Institut de France. Donc si vous êtes déjà allé visiter la coupole de l'Académie française, c'est juste à côté. C'est absolument magique, c'est un lieu fantastique. Je te pose la dernière question du podcast. Le podcast s'appelle La Combinaison. Alors finalement,
C'est quoi la combinaison pour devenir Olivier Goy ? Alors, du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion ou le tout ? Travail, j'achète, je ne crois pas du tout à celui qui réussit sans travailler. Ça, alors ça, pas une seconde. D'ailleurs, je suis un peu old school là-dessus, mais je suis très méfiant de ceux qui laissent croire, notamment des entrepreneurs, qui laissent croire que on peut réussir parfaitement en ayant une vie de famille totalement équilibrée. Malheureusement, je connais assez peu d'exemples autour de moi. Tu veux dire que le gars qui part 3 jours au golf, qui fait 3 jours de golf par semaine, c'est compliqué. Ça marche pas. Alors le golf, c'est l'exemple caricatural, mais celui qui laisse croire qu'il peut malheureusement emmener ses enfants à l'école tous les matins, les chercher le soir, rentrer à midi pour leur faire à manger, et les aider dans les devoirs, et en plus réussir sa vie d'entrepreneur. Malheureusement, c'est compliqué. Combien vous êtes chez vous, là, aujourd'hui, chez October ? Chez October, on est 107 pour être précis. Je partage ce que tu dis pour une boîte comme la mienne de 10 personnes. Donc moi, aujourd'hui, 10 personnes, c'est-à-dire que quand je reçois un courrier recommandé, que je fasse n'importe quoi, il faut que je m'arrête. Quand il y a une panne, hop, je vais vérifier. Etc. Mais quand tu es 107 personnes, 200, 300, 500, tu as quand même des services. Donc, quelque part, plus tu as de monde, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais tu as des emmerdes plus grosses. Ça, je suis d'accord. Donc, et les exemples que je vois autour de moi de gens qui gèrent des choses bien plus grosses qu'October ont des emmerdes bien plus gros et ont un temps qui est encore plus compliqué. Donc, malheureusement, ça se fait avec des sacrifices. J'ai une chance d'avoir une femme extraordinaire qui s'occupe admirablement bien des enfants. Je dis pas que je m'occupe pas des enfants, mais elle en prend une part qui est beaucoup plus importante. Tu envisages pas de dire, par exemple, à partir de demain, je travaille pas le vendredi ou je travaille pas le mercredi ? Non. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une mère qui était entrepreneur, qui travaillait beaucoup, qui à un moment nous a demandé si elle devait travailler moins pour s'occuper de nous. Je lui ai dit, on continue de travailler, ça me va très bien. En tant qu'enfant, ça m'allait très bien d'avoir l'exemple d'une mère qui bossait. Ça m'a enlevé ni l'amour que j'avais pour ma mère, ni quoi que ce soit, ni l'admiration, au contraire, encore plus d'admiration pour elle qui bossait. Et j'étais capable de m'occuper tout seul aussi et de tracer mon chemin. Donc c'est pas, j'ai pas besoin de l'avoir à la maison le mercredi avec moi ou autre. En tout cas, moi, ça m'a convenu comme mode opératoire. Les opportunités saisies, indéniablement, il faut savoir les saisir. 2014. De la chance, bien évidemment, il y en faut. De la résilience, là aussi, et résilience, persévérance, pour moi, c'est un peu la même chose. Et de la passion, c'est évident, parce que bosser comme ça, si on n'est pas passionné, faut oublier. Olivier, je te remercie, c'était super. Merci pour ton humour, merci pour ta compétence. Et c'était super ravi d'avoir agréable. fait cet exercice-là. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu encore aborder, effectivement. Mais on fera ça sur un prochain épisode. Voilà, à bientôt. Au revoir. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.